L'attache au tableau. Pardon ? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ? Tu as vu ce que t'as sur le nez, je peux pas sortir avec toi, c'est pas possible quoi. Mais ça fait mal, Louise. L'animateur préféré des Français, voilà comment on peut présenter Jean-Luc Reichmann, l'invité de cette semaine sur InPower. Le handicap, moi j'ai vécu avec depuis tout petit. C'est ce combat de la différence qui me plaît bien. Ils m'ont déclaré mort sur la route, quoi. J'ai fait un nouveau sport qui s'appelle la télé. Non mais c'est intéressant pour te dire que tout est possible. C'est ça qui est vachement intéressant. C'est fou, tu vois toujours le verre à moitié plein. Ouais, vive la vie, merde. Animateur, comédien, producteur, cela fait presque 30 ans que Jean-Luc fait partie intégrante du paysage médiatique français. Mais alors, comment devient-on le numéro 1 ? Par quels obstacles Jean-Luc a-t-il dû passer ? Comment a-t-il réussi à faire de sa différence une force ? Qu'est-ce qu'il faut pour être numéro 1 ? Pourquoi ils sont venus 10 000 fois et qu'ils vont venir demain ? Ça va s'arrêter, un jour, les gens seront plus au rendez-vous. Je vais super bien, je me sens bien, les gens se sentent bien avec moi, je me sens utile. Pourquoi ça s'arrêterait ? Le travail fait partie de ma vie à 200%. Et le soir, j'allais dans les concerts, je faisais des interviews, le matin, je faisais 6h, 9h, je dormais que 3 heures par nuit, c'était vraiment ça. Et là, j'ai plus rien. J'ai failli me tirer une balle, quoi. Tu sautes dans le vide et t'as pas de parachute. Et avec le recul, tu referais la même chose ? Je ferais pire, je pense. Si vous appréciez écouter InPower, pensez à vous abonner sur YouTube, c'est gratuit et c'est le meilleur moyen de soutenir le podcast. Et je suis heureuse de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Jean-Luc Reichmann. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, je clappe aussi, voilà. Voilà, c'est bien, comme ça on aura chacun un autre moment. Ouais. Bienvenue sur InPower, je suis ravie de t'accueillir, je te remercie de prendre le temps de venir nous parler et échanger, surtout que je pense que les gens vont peut-être apprendre à te découvrir d'une autre manière. Et la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Bonjour. Déjà, on l'avait dit, on l'a fait, puisqu'on s'est rencontrés sur le plateau de Léa Salamé. Il faut remettre les choses dans les contextes. Recontextualiser par rapport à notre rencontre. Et on s'était dit, il faut qu'on arrive à se rencontrer. C'est toi qui es venu à ma rencontre et j'ai trouvé ça très sympathique. Et j'ai aimé ta démarche, en fait. Donc c'est pour ça que je suis là. Déjà dans un premier temps, je m'appelle Jean-Luc. Je suis père de famille, je suis assez heureux dans ma vie en fait. J'ai décidé d'être heureux. C'est assez rigolo parce que je vois, par exemple, tu me dis, est-ce que tu peux te présenter ? Je vois chez toi, nourris ton âme, pas ton ego. C'est vachement sympa parce que je crois que progressivement le jeu s'en va, J-E, pour laisser la place au jeu J-E-U. Donc on joue dans tous les sens du terme, là on va jouer à se découvrir, c'est ce que j'ai compris. Et personnellement, le jeu fait partie de moi depuis que je suis tout petit. Alors je savais pas trop au début à quoi je jouais. On joue tous, à l'école on joue au ballon, ça fait du football, du handball, ça fait du rugby, en fonction de là où on vient. Et puis là après on joue à la radio. J'ai joué progressivement dans la vie à être moi-même. Donc effectivement, le jeu s'envole, le J-E, pour laisser place à l'autre. Et je crois qu'il y a de très intéressant dans ton message sur « nourris ton âme, pas ton ego ». Moi, c'est à travers l'autre. Donc je joue avec l'autre pour essayer de donner le meilleur de l'autre. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc voilà comment je pourrais me présenter. C'est-à-dire que je peux être rassembleur, parce que c'est ça qui m'intéresse, et je pense qu'on va en parler. De se dire, arrêtons la ségrégation des vieux, des jeunes. On est tous dans le même bain, c'est ce que j'essaye de faire depuis des années, le midi à la télé, ou dans les fictions, ou au théâtre, ou à la radio, ou ailleurs. J'essaye d'être le plus rassembleur possible. Les générations, pour moi, ça n'existe plus. J'ai beaucoup de respect pour les jeunes, pour les vieux. J'adore écouter les personnes âgées, j'adore partager avec elles. Donc le truc de yeuve, comme dit mon fils, pour moi ça n'existe pas, et il le sait en plus. Il a quel âge ? Là il a 17, enfin le plus jeune bien sûr, puisque comme tu le sais j'en ai une ribambelle, c'est ton sujet. Mais voilà, j'essaye d'être le plus rassembleur possible, de m'effacer pour laisser la place aux autres, parce qu'ils ont tellement de choses à nous dire. C'est marrant parce que quand tu dis le jeu J-E s'efface pour laisser place au J-E-U, j'aurais eu tendance à penser que dans une carrière, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on commence par faire ce qui nous fait kiffer, on commence par aller là où il y a le plaisir, et puis après vient se rajouter la notoriété, les enjeux, presque la politique. Enfin, comment t'as fait pour toi rester dans ce jeu J-E-U, alors que forcément, à partir du moment où
ça a un poids de plus en plus important, bah, ça devient difficile au final de le distinguer de soi. Pour moi, c'est l'inverse, hein, Louise. Pour moi, c'est d'abord on fait ce qu'on peut. On fait pas ce qu'on veut. C'est vraiment l'inverse. Au début, tu te cherches. Je veux dire, t'es dans la mode, tu fais des fringues, tu fais des sous-vêtements. Toi, tu t'essayes de te faire de la comédie, t'essayes de faire des interviews, donc tu te cherches, donc tu fais ce que tu peux. Et après, progressivement, tu fais ce que tu veux et ce dont tu as réellement envie. Donc, sincèrement, je pense que moi, ma démarche est totalement à l'inverse de ce dont tu parles. C'est qu'au début, je savais pas. Tu sais, moi, j'ai fait du commerce pour faire plaisir à mon papa qui était dans les mammouths. Et puis qui a effectivement fait également ce qu'il a pu quand est arrivé une enfant handicapée dans la famille. Donc, c'est vrai que le jeu s'en va pour laisser la place au nous. Il a changé de métier à ce moment-là ? Il n'a pas changé de métier, il a peut-être changé d'ambition. D'accord. C'est-à-dire que son ambition, à la base... Sa priorité n'était plus la même. Ouais, c'était objectif famille. Et je pense que ce partage-là, il y a été pour énormément. Moi, dans ma démarche humaine et professionnelle, ça a été, je pense, également un élément détonateur. Comme je l'ai dit, de m'apercevoir à 10 ans qu'il y avait beaucoup plus grave qu'une tache sur le nez, quoi. Ma sœur qui arrive handicapée, donc d'un seul coup, le jeu s'efface et puis le nous arrive. Donc c'est le jeu JEU de la vie et je joue avec toi à répondre à tes questions maintenant. Tu vois vraiment un avant et un après la naissance de ta sœur ? Bien sûr. Malgré le fait que tu étais jeune, quoi, quand c'est arrivé. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ? Dans un premier temps, c'est totalement inconscient, puisque tu dis, c'est ta petite sœur, et puis tu en es fier, et puis tu t'aperçois qu'il y a un problème, puisque... Et tu dis pardon. Donc au début, tu dis, c'est pas grave, elle a du retard, hein, c'est une gamine, elle a du retard. À l'époque, il y a 50 balais, on n'avait pas tous ces moyens de déceler... quelconque anomalie dans le regard, dans l'ouïe, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Donc tu te dis inconsciemment, en plus moi c'était mon adolescence, hein, donc tu t'imagines, quand même une fille qui m'a dit écoute, tu as vu ce que tu as sur le nez, je peux pas sortir avec toi, c'est pas possible quoi. Et là, d'un seul coup, t'as 13-14 ans, hein, puisque c'est l'adolescence, t'as 15 ans. Et toi, ta petite sœur, elle en a 3-4, puisqu'on a 10 ans d'écart. Donc, tu t'aperçois que ça fait super mal, que tu te retrouves avec le maquillage de ta mère à la main pour maquiller ta tâche, quoi. Pour être un peu normal, entre guillemets. Mais où était la normalité ? Quand, comme j'arrive à la télévision, où la normalité, où le beau gosse, c'est... Jean-Luc Delarue, super bien, beau gosse, chemise blanche, costume, ou De Chavannes que tu connais très bien, le trublion qui essaye tout et puis qui prépare rien mais qui y va, qui est à fond comme il est, quoi, comme on aime qu'il est. Et puis t'as un mec qui se cherche et qui est adolescent à ce moment-là et c'est moi. Donc essayer de se trouver au milieu de tout ça, c'est à partir de là que je pense que mes mots M-A-U-X ont été peut-être gommés par mes mots M-O-T-S, donc par les mots, par le dialogue, par le rire. Et je pense, voilà, quand je te disais que ce petit côté rassembleur est peut-être venu de là, ça a été effectivement peut-être un élément détonateur. Ouais. À partir de quand tu dirais que tu commences à... réaliser que ta différence est une force. C'est-à-dire que ça ressemble à quoi les années de lutte pour qu'on voit de toi plus que ta tache près du nez. Enfin, j'ai lu que tu avais quand même vu des médecins, qu'on avait essayé de te l'enlever. Enfin, donc ça a été presque un combat. Quand est-ce que ce combat prend fin ? Il prend fin... c'est des étapes, hein, tu sais. Il prend fin définitivement quand... j'arrive à la télé, quoi, en disant on me maquille, je me ressemble pas, et je dis ça va pas, quoi. Donc j'ai raconté déjà l'histoire où je me mouillais le doigt pour enlever au dernier moment le surplus de maquillage. Là, tu vois, je m'en fous, on est chez toi, je suis pas coiffé, je te rassure, je suis lavé, mais je suis pas maquillé, je suis tel que je suis dans la vie. Donc c'est vrai que ce combat... il est arrivé surtout sur le respect de la différence après. Donc progressivement, ma petite sœur, déjà, c'est quelque chose qui
qui me fait réaliser qu'il y a beaucoup plus grave que moi toujours. Il y a toujours plus grave que nous, quoi. Je dis, je me sens gros, bah ouais, ben enfin, il y en a, voilà, et puis ils souffrent plus que toi, quoi, tu vois. Eux, ils ont peut-être pas envie d'être gros aussi. Ils n'avaient pas envie d'être roux, ils n'avaient pas envie d'avoir des taches de rousseur, d'être très maigres, ils n'avaient pas envie d'être blancs comme moi, ou avec une éducation catholique, avec un non-juif, moi à l'époque c'était sincère, hein, c'est pas dénigrant, c'était l'époque des Black Blamber, hein. Quand j'arrive sur le plateau des Amours et que je dis mais attendez, moi je veux toutes les religions, toutes les couleurs, et que je mets pour la première fois des couples homosexuels sur le plateau des Amours, ou que je fais sous-titrer toutes mes émissions pour les sourds, c'est ce combat de la différence qui me plaît bien. Donc pour répondre à ta question, les chaînes tombent progressivement. Quand je suis ado avec ma petite sœur, je m'aperçois que voilà, c'est compliqué. Après, d'aller draguer, ça marche pas avec le physique que j'ai. C'est peut-être pour ça que j'ai fait de la radio pendant très longtemps. Donc j'ai commencé à jouer. Quand j'ai vu que je faisais rire sur des imitations ou sur ressembler à quelqu'un ou imiter par la voix, et je me suis dit que c'était que c'était même pas une échappatoire, c'était quelque chose qui me plaisait, quoi, de faire rire, de faire sourire. J'étais sincèrement, je dirais pas lobotomisé par les comiques, mais j'ai été hypnotisé par tout ce qui faisait rire, quoi. Mais des vrais que t'as pas connus, le père de Nicolas Bedos, Guy Bedos, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que le mec dans un sketch, je les suivais, j'étais jeune, hein, j'étais gamin, j'étais à Toulouse, j'avais vu Coluche sous chapiteau, quoi. C'était un truc de fou, je suivais tout ça et je me regardais, mais comment ils arrivent à faire rire comme ça. Guy Bedos, donc, dit à un moment donné, je me suis surpris dans une soirée à m'ennuyer alors qu'on parlait de moi, mon sujet favori. Et Guy Bedos dit ça. Moi, j'ai une vingtaine d'années, et tu te dis, mais l'autodérision du mec, c'est quand même fantastique. L'autodérision du mec. C'est-à-dire que tous les gens que tu interviews te parlent d'eux, et c'est vachement sympa. Moi, depuis toutes ces années, je fais parler d'eux aux gens. Alors, de temps en temps, ils vont dire « Ah ouais, mais il en rajoute, Reichmann, il fait Golewa ou... Et en même temps, c'est pour essayer de leur faire sortir des choses. Alors, je fais le con, évidemment, parce que ça m'amuse et parce que si je ne m'amuse pas, j'ai pas le sentiment d'avoir rempli ma mission. Il faut vraiment que moi, je m'amuse. Et que dans cette vie, comme je te dis, ce jeu JEU, que je joue au théâtre pendant des centaines et des milliers de représentations, parce que j'ai toujours adoré ce contact direct, que je joue dans un jeu télé. Le midi, c'est plus un jeu, hein, c'est une émission de vie, c'est de la vraie télé-réalité pour moi. La télé-réalité est devenue totalement irréelle, puisqu'il faut buzzer. C'est scénarisé. Bien évidemment, ils savent. Voilà, à l'époque, la Révolution, c'était quand même Loana et Jean-Édouard, quoi, sur The Loft, dans la piscine, c'était vachement bien. Ils ne savaient pas quelles étaient les répercussions. En revanche, le jeu JEU, si moi, aujourd'hui, dans ce prétexte du jeu, le midi, qui peut devenir une émission de société, c'est ça, tu vois tout le monde, quoi. T'as des pilotes de ligne, t'as des avocats, t'as des gens qui recherchent du boulot, t'as des plombiers, t'as ton voisin, tu dis c'est tonton qui est là, enfin c'est... Voilà, c'est ça. Donc le jeu, à la radio, tout doit être prétexte à s'amuser, à se découvrir, comme maintenant. Est-ce que faire rire, c'était pour toi un autre moyen de plaire ? Oui, ça c'est possible. C'est un autre moyen de séduction. Mais, et puis même d'être accepté presque, j'ai envie de dire, parce que comment je le vis, puis bon, j'étais ado il n'y a pas si longtemps, et c'est vrai qu'en fait, ce qui compte tellement à nos yeux à ce moment-là, c'est la validation des pairs. On est prêt à tout pour être validé, accepté, et donc toi, ayant vécu une forme de discrimination, je sais pas si tu t'es dit consciemment ou non, mais en fait, je vais trouver un autre moyen de plaire aux autres, quoi, d'être accepté. Ouais, mais dans quel but ? Le but, il est tout simple, Louise, c'est de rassembler. C'est assez étonnant, hein. C'est-à-dire, ah ouais, effectivement... Ah oui, il n'y avait rien d'égotique. Ouais. Le phénomène de se mettre en avant, tu peux avoir, comme certainement n'importe quelle personne, à un moment,
tu prends le boulard peut-être en disant t'as vu, j'y suis arrivé. Mais c'est vrai que le parcours de temps en temps, il est parsemé de souffrances. Hein. On dit qu'il est parsemé d'embûches. C'est pas de temps en temps. Putain, quand tu dois prendre des décisions graves dans la vie, de temps en temps, tu prends des coups, quoi. Tu penses à une décision en particulier que tu as dû prendre ? Ouais. Des décisions graves, bien sûr. Le phénomène d'arrêter une émission qui s'appelait Les Amours à l'époque. C'était une émission, à l'époque, ça s'appelait The Newlywed Game, qui avait été reprise, ça s'appelait Les Mariés de la 2, voilà, par France 2. À l'époque, j'étais sur le service public, et on en fait Les Amours. Et je mets beaucoup de moi, et puis c'était pour une société, une boîte à l'époque. Et puis tu disais, mais merde, c'est un concept américain, on peut pas avoir d'idée française dans la vie, c'est pas possible. Et je propose une idée française, et à l'époque, c'était les voleurs de patates, les animateurs-producteurs. On pouvait pas être animateur et producteur sur le service public, alors qu'il y en a toujours et encore. Mais à l'époque, j'étais au Guignol. C'était Patrick Poivre qui disait sur Patrick Sabatier, sur Nagui, sur Arthur, sur tous ces animateurs-producteurs de la rue et tout. C'était les voleurs de patates, quoi. Et donc, j'ai dû prendre la décision d'arrêter Les Amours après 5 ans et demi, 6 ans de quotidienne. Et là, c'est dur parce que j'avais plus rien. Je me suis fâché avec mon père pendant 1 an. J'ai dit, écoute, papa, on se donne rendez-vous dans 1 an. J'aurais peut-être tort, hein, mais je me sens plus en adéquation avec moi-même. Je travaille pour des gens, je file plein d'idées, et puis je voudrais essayer de créer une émission française, quoi. Et France Télévisions, je leur avais dit, donc bien 6 mois avant, je partirais au cas où voilà. Et c'était pas du chantage du tout, hein. Et j'avais ce concept que je faisais à la radio, à l'époque, que j'avais débuté sur Europe 1 le dimanche matin de 9h à midi, que j'avais continué après sur RMC pendant quelques mois, avant que ça devienne de l'info. Et je l'ai proposé à Étienne Moujotte, mais pendant 9 mois, je n'avais rien. Et quand je te dis que je me suis fâché avec mon père, c'est vrai, quoi. À propos de ça, parce que tu n'avais rien ? Parce que j'avais rien, parce que je faisais le con sur scène dans une comédie musicale rock qui me rapportait strictement rien sur Les Précieuses Ridicules, avec des membres du Grand Orchestre du Splendide à l'époque. Et j'étais comme un fou et tout, j'avais envie de faire des choses, mais du jour au lendemain, j'avais plus rien. Alors que mon père me dit, mais attends, t'as un métier, t'as des enfants. J'avais déjà des enfants, enfin c'était compliqué, hein. C'était très compliqué, t'es père de famille, et tu te casses alors que tous les jours, les gens te respectent, tu vois, tu t'es battu pour cette différence, pour les différences, pour ta petite sœur, pour que tous les programmes soient sous-titrés, comme je te le disais, pour la tâche, pour vraiment les gens qui souffrent de cette différence, et tu arrêtes tout. Je dis, écoute, papa, on se donne... Je me rappelle très très bien, hein, les dates, tout, c'était au mois d'août, c'est le 3 août, et je lui dis, je te donne rendez-vous dans 1 an, le 3 août de l'année prochaine, quoi. Il y avait les enfants qui étaient autour de la table. Hein. Il y avait ma mère qui disait rien, je me rappellerai toujours, il y avait des concombres à la crème à manger. Et je te parle de ça, on est en l'an 2000. Hein. Donc tu vois, c'était il y a 23 ans. Donc ça, c'était super difficile parce que quand tu te sens plus en accord, il faut se barrer. Mais quand tu te barres, et tu sais évidemment avec ta jeunesse que ça peut être d'arrêter quelque chose, et de dire, il faut faire un choix, quoi. Mais le choix, tu sais pas s'il est bon, hein, sur l'instant. Donc ça, c'est une prise de risque. Tu sautes dans le vide et t'as pas de parachute. Et avec le recul, tu referais la même chose ? Je ferais pire, je pense. D'accord. Ouais, je ferais pire. Tu te dis pas, je vais prévoir à côté une piste d'atterrissage ? Ou est-ce que tu crois au contraire que le fait d'avoir une piste d'atterrissage, c'est un frein ? C'est se fermer des portes ? Et je faisais pas mal de voix à l'époque avec mes cordes vocales. J'étais la voix de TF1, j'étais la voix des Guignols, j'étais la voix de la 5 à l'époque. Ce soir, sur la 5, Christine Cromwell. Je faisais toutes les voix différentes, mais personne ne savait que j'étais la même voix sur TF1 ou sur Raymond Barre en jeans, Raymond Barre, Paris. Ouf, ouf, ouf. Je faisais toutes ces voix sur Canal+. Et en même temps, je faisais les infos par téléphone au 36 6 5 24 heures sur 24 sur TF1, les infos. Et je faisais toutes ces voix off avec Whirlpool, le monde de l'électroménager. Et chaque dimanche sur TF1, une grande soirée de grands films. Je faisais toutes ces voix-là, que tu l'as dans l'oreille, bien évidemment. Donc je me disais, ta piste d'atterrissage dont tu parles, c'était ça au cas où, quoi, tu vois. Mais... J'ai jamais eu, comme tu disais tout à l'heure, cet ego démesuré par rapport à ton ego dont tu parles ici.
j'ai eu vraiment envie d'être, comme je te dis, rassembleur sur la différence. Mais aujourd'hui, si tu regardes tout autour de moi, si tu grattes un petit peu, là on est en pleine période de Léo Mattei, en diffusion. J'ai pris un commissaire qui s'appelle Stomy Bugsy, quoi. C'est le mec qui a créé le hip-hop en France, qui a un début dans les débuts du rap, c'était lui. Et le mec, il a toujours été en délicatesse avec les flics, hein, et le mec, je l'ai choisi pour faire commissaire. En délicatesse. C'est très politiquement correct. Tu vois ce que je veux dire. La nana qui m'accompagne et qui m'épaule s'appelle Lola Dubini, et elle déclare la semaine dernière, on était, il y a 2 semaines, à Sérimania, et ce sont ces mots, hein, Jean-Luc, on me prend pour être lieutenant dans la police. Je n'imaginais pas qu'une grosse pouvait courir, et personne ne se l'imaginait, et je ne pouvais pas imaginer que je pouvais, moi, faire partie de la police. Et elle dit grâce à Jean-Luc, je dis mais moi c'est mon combat, quoi. Cette fille est pétillante, elle est débordante d'énergie de partout, elle chante, elle danse, elle joue la comédie, elle imite, elle a 1001 cordes à son arc, mais feu, quoi, mais allons-y. Elle est venue sur le podcast, pour ceux que ça intéresse. D'accord. Il y a 3 ans presque maintenant, et on parle justement du rapport au corps et la discrimination. Et en plus, je trouve ce qui est pas important avec ce que tu fais, c'est que en fait, tu participes à mettre en lumière des rôles modèles. C'est-à-dire que des personnes grosses, potentiellement, là, vu qu'on parle du poids, qui regarderont la série, pourront se dire, grâce à Léo Mattei, en fait, moi aussi, je peux être lieutenant. Alors qu'en fait, si personne ne le montre avant, et je pense que c'est aussi le problème, toi, que tu as eu quand tu étais jeune avec l'acceptation de toi, c'est de se dire, en fait, tu n'avais pas forcément de modèle de personnes à la télé ou ailleurs qui avaient une tâche ou alors qui étaient sourds. Et c'est le fait tout simplement de les montrer et plus de les marginaliser qui permettra d'en faire une normalité, quoi. Non, mais c'est exactement ça, si tu veux. Là, on a vu dans un épisode qu'il y a une petite fille qui était sourde, et c'est elle avec qui Léo Mattei fait l'enquête. Elle parle avec les signes, elle signe, le langage des signes, et on va dans son univers. Donc si on les montre, ces gens-là, comme tu dis si justement, la différence, il n'y a pas de différence, quel est le problème ? Lorsque je mets un gamin qui s'appelle Paul à l'âge de 19 ans, qui est autiste Asperger, et qui fait à mes côtés 153 émissions, et que le gamin, il n'est jamais sorti de sa chambre, de sa vie quasiment, et qui monte de Grenoble seul, qui est en retard à son premier rendez-vous pour des sélections sur mon émission. Le mec, il dit bon, tant pis, et puis quand même, il revient, et puis on le prend malgré qu'il soit en retard, et pendant 153 émissions, le mec, il est pris. Et donc, cette différence, ça fait maintenant 3-4 ans. Aujourd'hui, il est sociétaire des grosses têtes, il écrit des bouquins, il y a un documentaire qui est en train de se faire sur lui. Ouais, vive la vie, merde. Mais non, mais tu te dis que tu t'es battu. Moi, je suis quoi ? Alors, comme tu dis, je suis cet élément qui peut-être fait que. Donc voilà, je parle plus des autres, je les mets en lumière, même si de temps en temps, je fais 2-3 galipettes en disant « Ah ouais », à chaque fois, il doit toujours... C'est très, très délicat quand ces critiques ne sont pas constructives et qu'ils ne voient pas tout le boulot comme toi, derrière. En disant « Ah ouais, Mattei, il en fait beaucoup. » Mais putain, toi, tu vas voir la gamine qui est sourde et qui est mise en avant, le gamin qui est autiste, la gamine, il y a 3 ans, Marie Delzotto, qui est handicapée profonde, quoi. Elle est trisomique 21, quoi. Et la gamine, elle nous embarque pendant 90 minutes dans cette soirée de dingue, et elle te parle comme si c'était une personne qui faisait partie de la société, comme tu disais, et donc là, il n'y a plus de marginalisation, il y a juste le respect de la différence, en disant « Bonjour, je peux t'accompagner, je peux te prendre un peu par la main », juste pour dire qu'on est bien dans cette putain de société où tout le monde se fout sur la gueule. Et qu'est-ce qui fait la différence, tu penses, entre ces personnes qui arrivent à passer au-dessus je sais pas, de la peur du rejet et celles qui en restent victimes? Parce que, tu vois, on parle de beaux exemples et c'est important de les mettre en lumière. Ça reste aujourd'hui une minorité. Tu vois, quelle aurait été la vie de ce Paul si il n'avait pas fait ton émission?
Tu vois, est-ce qu'il faut de la chance? Est-ce qu'il faut... Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'on peut réussir à ne plus le subir? Moi, je pense que... après, je suis peut-être d'un optimisme exacerbé, mais je pense qu'il faut arriver aussi à faire confiance à l'autre. Moi, quand je viens te voir, je me dis, cette fille, on va faire un petit bonhomme de chemin. Et j'ai bien évidemment écouté ce que tu as fait. Parce que voilà... le travail fait partie de ma vie à 200% et c'est même plus du boulot, quoi. C'est-à-dire que les gens te disent ouais, le travail, dans nos métiers, hein, mais sincèrement, t'as des gens qui disent c'est 95% du temps. Bah évidemment que c'est 95% du temps. Mais donc c'est plus un boulot, c'est ta vie. Les gens parlent d'exigence avec eux-mêmes et moi j'en parle aussi assez facilement. C'est vrai que je suis un chieur dans le boulot, mais c'est parce que je suis comme ça avec moi-même. Mais c'est pas une exigence, puisque je suis comme ça. Donc je vais voir, effectivement, le petit détail, le ceci, le ça. Tu mets pas ça par hasard autour de toi, quoi. Je lis, la confiance en soi ne repose pas sur un reflet dans la glace. C'est la réponse que je peux te donner à la question que tu viens de me poser. Donc, moi, je vais... effectivement, comme tu l'as remarqué, tendre une main. Si ça va pas, bon, effectivement, je vais peut-être en rajouter un peu en disant ah ouais. Et puis finalement, tu dis c'est pas pour me mettre en valeur moi, c'est pour te mettre en valeur toi. Parce que plus tu vas être belle et plus le reflet dans la glace sur moi il va déteindre et plus je vais être heureux, plus tu vas te sentir heureuse et plus tu vas te sentir en confiance. Et ce reflet dans la glace. Il repose sur toi et pas sur le reflet. Ta valeur ne repose pas dans le reflet. Tu vois ? Et je pense qu'en effet, de toute façon, les chemins sont différents pour chacun et chacune d'entre nous, mais c'est vrai qu'on ne peut pas sous-estimer en fait, le poids que l'autre peut avoir sur nous, d'où l'importance de faire chacun de notre mieux pour aider les autres, parce que je ne sais pas si toi, on t'a déjà dit une phrase ou si tu as déjà eu, tu vois, ne serait-ce qu'un soutien de la part d'une personne, moi je trouve que ça peut faire énormément de différence. Le fait qu'il y ait une personne qui croit en toi, parce qu'en fait c'est difficile quand on a la vingtaine d'avoir, j'en connais pourtant, mais je les admire beaucoup, mais d'avoir l'assurance et l'ambition d'aller, de ne plus avoir de limites. Et je trouve qu'il faut avoir au début des personnes qui décèlent en nous quelque chose, qui nous font confiance et qui nous aident à arriver là où on veut aller, quoi. Oui, mais c'est peut-être par des mots, par des mots déclics et des mots déclencheurs pour justement que tu prennes confiance en toi et de dire que tu es un être unique. Et cette différence, toi, que tu sois blonde, que ton vernis à ongles soit hyper en adéquation avec cette demi-teinte sur ton verre, etc. Rien n'est fait au hasard et finalement, est-ce qu'on va l'avoir, cette petite différence de se dire mais tiens, d'habitude, tu te coiffes pas et puis là, tu t'es coiffé, qu'est-ce que ça... Putain, mais merde, il a vu tout ça et pourquoi ? Ben parce que j'ai travaillé sur ta personne, tu as travaillé sur la mienne et ensemble, on arrive à ne plus être différents, mais le but, c'est justement de ne pas être indifférent à l'autre et d'avoir du respect et de l'écoute. Parce que ces deux mots, pour moi, sont la base même de cette société telle qu'elle devrait être dans un monde idéal. Le respect, c'est dire bonjour. Ah ouais, bonjour. De dire merci, de dire au revoir et de dire à bientôt si on a envie. Mais juste le merci et le bonjour, c'est juste c'est le respect. Et puis l'écoute, parce que si je t'écoute pas, je te réponds pas. Si tu joues, toi, dans tes petits podcasts à faire des choses un petit peu rigolotes pour faire passer des messages, si t'as un camarade de jeu, tu l'écoutes pas, c'est toi qui vas jouer faux ou quoi ? Oui, puisque tu lui réponds pas. Oui, mais si elle n'a pas ouvert le bon bouton, alors on ne peut pas jouer ensemble. Pourtant, elle est ingénieure du son. Non, elle n'est pas ingénieure du son. Non, mais elle a... Ouais, il faut quand même l'écouter, puisque autrement, toi, tu ne pourras pas, bien évidemment, t'entendre, et les autres ne t'entendront pas. Donc, voilà, cette écoute,
Une fois de plus, à la radio, ça a duré pendant des dizaines d'années. Je faisais 6h, 9h, se lever à 4h37 tous les matins. Donc, t'as plus de vie, mais c'est ta vie, quoi. Comme je te dis, c'est ta vie. C'est un choix, ouais. Et c'est un choix. J'ai rien vu passer. Pour moi, j'ai toujours 25 ans comme toi. Enfin, tout va super bien, quoi. Et je sais toujours pas ce que je veux faire dans la vie, je te rassure. Et si on parle de tes 25 ans, parce que ça m'a quand même interpellée, il y a un côté où je me dis, mais en fait, t'as jamais, enfin en tout cas t'avais déjà plus peur de la différence parce que tu décides d'arrêter tes études de commerce. C'est quand même un gros saut dans le vide là aussi, qui était assez rare je crois à l'époque, où aujourd'hui les gens limite peuvent vivre des réseaux sociaux, enfin peuvent se démerder avec le digital. Pourquoi tu décides d'arrêter tes études de commerce et qu'est-ce que tu décides de faire ? Alors dans un premier temps, je décide de me barrer. D'abord tu fais plaisir à tes parents, hein, je veux dire... Ils t'ont accompagné pendant un moment, donc j'ai fait une prépa subdeco, machin, tout ça. Après, j'ai fait un institut de promotion commerciale. J'ai fait vraiment tout comme pour faire plaisir à papa. J'ai fait un stage à l'époque chez NCR France. Genre un rapport de stage. J'ai, je sais plus combien, 14 à l'écrit, c'est génial. Et je vais jamais le soutenir à l'oral parce que j'ai une proposition pour partir dans un pays étranger et je me barre. Et je deviens guide accompagnateur dans les bus et je m'éclate et je travaille 20 heures par jour, j'en ai rien à foutre et je m'éclate. Je gagne pas d'argent du tout puisque je pars au pair quand même. Donc c'est extraordinaire. Et puis ça, t'as pas peur? Ça, c'est pas c'est pas un choix difficile. Non, y a une insouciance. J'ai 21, 20, quelque chose comme ça. J'ai 21 ans. Et après, quand je reviens 2 ans plus tard, d'avoir parcouru un petit peu le monde tout seul, hein, vraiment, il y a le début des radios libres. Et puis c'est rigolo, je commence à déconner, parce que j'aimais bien déconner. Comme je te disais, j'avais trouvé cette petite porte ouverte à raconter des conneries, des histoires, des imitations et tout et tout. Et puis, je commence à aller raconter des histoires à la radio. Bah, toi, tu les racontes bien. Et puis, progressivement, je deviens le premier animateur rémunéré sur Toulouse dans les radios libres. Et puis c'est assez étonnant. Énergie arrive, puisqu'il y avait la décentralisation. Énergie était à Paris. Et puis, ils écoutent toutes les radios libres. Et puis, un mec qui appelle. Et poum, ils me prennent pour faire sur Énergie 6h, 9h. Je te passe les détails parce que tout ça, je l'ai déjà raconté. Et c'est dans mon bouquin qui s'appelle « T'as une tâche pistache ». Donc, je te passe un petit peu les détails. Et puis, il y a à Énergie, les patrons qui disent « Ah ouais, bah alors ça s'appellera plus Énergie, ça va s'appeler Fun ». Je dis « Pardon, mais Énergie, c'est super connu ». « Ouais, mais on monte Fun à Toulouse et en même temps à Montpellier ». Et je suis le premier animateur en France à dire Fun Radio à l'époque. Je suis le premier, personne ne le sait, voilà, mais c'est comme ça. Maintenant, tout le monde le sait. Maintenant, tout le monde le sait grâce à Louise. Et c'est une ouverture où je fais 6h, 9h. Après, je fais des pubs pour toute la région sud-ouest. Et je transforme toujours ma voix pour pas ressembler à l'autre pub. Enfin, c'est moi qui les fabrique, c'est moi qui les crée. Et puis après... à Fun, c'était que les gros salaires lèvent le doigt. Alors, dans la mesure où je faisais toutes les pubs, le soir, j'allais dans les concerts, je faisais les interviews, le matin, je faisais 6h, 9h, je dormais que 3 heures par nuit, hein, c'était vraiment ça. Hein. Et j'étais à Donf. Et puis, comme dans n'importe quelle entreprise, c'était que les gros salaires lèvent le doigt. Et donc, j'étais parmi les plus gros salaires. Et poum, Reichmann tombe du fauteuil. Et là, j'ai plus rien. Et je pars à Radio Monte-Carlo, à l'époque, en moto, donc Toulouse-Monaco, 600 bornes en bécane. Et j'ai un pote qui m'a dit « Ah, j'ai peut-être quelque chose pour toi ». Et je fais une des périodes les plus compliquées de ma vie. Une fois de plus, il fallait prendre, tu vois, des décisions. Et je fais 3h, 6h du matin. Ah ouais. 3h, 6h du matin. Tu ne peux pas t'endormir parce que tu flippes de ne pas te réveiller. Et une fois que tu te barres à 6h, tu ne peux plus te rendormir parce que le jour se lève et que la vie commence. Et ça a duré du mois de décembre au mois de juin, pendant plus de 6 mois. Et j'ai failli me tirer une balle, quoi. Parce qu'en plus, je faisais ça pendant la semaine. Et pour me faire plaisir, il m'avait donné le week-end, le matin, 6-9. Donc pendant la semaine, tu fais 3h, 6h. Et le week-end, tu fais 6h, 9h. Tu tombes dingue. Et ça fait partie de ces moments, comme tu disais, qui étaient compliqués. Donc, quand j'arrête les amours, c'est super compliqué. Quand là, j'arrête Fun Radio à Toulouse et que je pars à Monaco, c'est super compliqué. Mais alors, pour bien comprendre pourquoi t'arrêtes Fun, c'est on te vire parce que tu coûtes trop cher ? Ouais, c'est ça. D'accord, ouais, ok. ouais.
Ah bah oui, c'est ça. Puisque Mais il y avait un cumul des mandats, quoi. C'est-à-dire que je faisais à la fois, j'étais responsable de la pub, j'avais mon petit studio, et puis à la fois, je faisais 6h, 9h, donc je cumulais trop, quoi. Mais c'est dommage pour eux de se priver de ton talent et de ton travail. Enfin, tu vois, ils pourraient réduire un mandat, t'es plus obligé de faire de la pub. Ah, je me rappelle très très bien, le responsable commercial s'appelait Denis Richard, qui était un pote, et puis il m'a dit, bah non, là je suis désolé, c'est la loi des nouveaux qui viennent d'arriver. Mais je veux dire, c'est comme ça. Chaque fois que t'es un patron, moi que ce soit sur le service public, sur France Télévisions, sur Les Amours ou sur TF1, tu t'imagines quand même, j'en suis à la 28e année de 365 jours par an. 28e année de 365 jours par an. Donc j'ai explosé les 10 000 émissions présentées, plus les spéciales, plus les prime time, plus le théâtre, plus tout ça. Donc tu t'imagines qu'il y a beaucoup de gens qui passent. Mais si tu es en accord avec toi-même et que tu continues à défendre tes valeurs et que tu as ce respect et cette écoute, l'écoute des nouveaux et le respect, l'écoute des anciens, et puis toi tu cumules quand même. Tu vois, c'est cette petite expérience qui fait que. À quel point c'est une question de gestion de la relation humaine et à quel point c'est une question de pur travail et performance. C'est vachement intéressant ce que tu dis. La gestion, moi je viens du sud-ouest, alors les mecs ils te disent, alors bon, alors Jean-Luc, tu vois, j'ai plein de potes dans le rugby, dans les commentateurs, tout, et c'est un entraîneur, c'est un coach. Et un entraîneur, qu'est-ce que c'est, Jean-Luc? Un entraîneur, c'est entraînant. Parce que si t'es pas entraînant, tu les entraînes pas. Et il faut que tu sois entraînant, donc il faut que tu sois vif, dynamique, que tu inventes et que tu réinventories sans arrêt quelque chose. Et c'est vrai que quand tu as 10 000 émissions, c'est ce que je dis à mes équipes, c'est que pourquoi ils sont venus 10 000 fois et qu'ils vont venir demain? Il faut que tu les surprennes, il faut que tu les réconfortes. Mais ta question est fort judicieuse, c'est de se dire, il faut que tu sois à la fois rassembleur, mais il faut que tu sois la locomotive de tout ça. Donc, il y a le coach, il s'appelle Courbis sur RMC, qui il parle comme ça. Lui, il dit, parce que il a vu l'avant-première de Mattei à TF1, il se rend pas compte qui tuait les mecs. Il me fait rire, mais ta question corrèle un peu avec son analyse en disant à quel point, effectivement, il faut être... Moi, c'est ce que j'appelle, comme je te disais, rassembleur. Et alors, il faut être à l'écoute de tout. Et le travail, bien évidemment que oui. C'est-à-dire que... Alors moi, j'aime pas trop répéter à chaque fois, alors ça énerve un peu tout le monde. Puis je dis juste... et puis j'ai horreur de dire « je te l'avais dit », quoi, parce que ça, d'un seul coup, tu te la pètes. Et d'un seul coup, c'est toi qui avais raison. Donc c'est... Je dis juste, voilà ce que je ressens, moi, sans vous embêter. Et donc, il faut vraiment être très précautionneux et, une fois de plus, être à l'écoute et être respectueux. Et les gens qui n'ont pas ça en eux, ils s'autodétruisent ou ils vont ailleurs, tu vois. Mais après, toi, t'es un peu... c'est vrai, tu es la personne qui... Moi, j'essaye de les faire avancer en même temps que moi, quoi. Et tu l'as appris ça? Est-ce que c'était, comme tu disais, naturel? Parce que c'est la position difficile d'être à la fois leader sans être supérieur, d'être entraînant tout en étant aussi professeur. Enfin, c'est des doubles casquettes où je me dis, waouh, limite tu l'apprends quand tu apprends à être manager. Mais toi, a priori, tu l'as pas appris, ou alors peut-être dans les premières années où tu étais à l'école, mais bon... Ouais, mais c'est un exercice de funambule, quoi. C'est que... si tu veux, ce qui est délicat, et tu le sais parfaitement aujourd'hui, c'est le nombre de clics, le nombre de buzz, et tout ça pour ça. Donc c'est ça qui est délicat et qui peut être dévastateur pour les personnes. Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui à 60 balais, mais sincèrement... qu'il y a quelques années, parce que les mecs qui y sont pour te juger, quoi, est-ce qu'ils ont bien regardé? Toi, t'as fait ton boulot, t'as écrit à la main tes petits papiers, je vois, parce que t'as fait tes petites recherches et que à un moment donné, tu as eu ce respect de la personne que tu allais rencontrer, mais tu as fait ce chemin-là. Il y en a qui font pas le chemin, hein. Il y en a qui balancent des trucs insupportable.
sur salaud, la loi, la planète, au secours, les retraites. Tiens, moi, je me suis jamais senti aussi bien que ça, quoi. Et on était invités sur le même plateau, toi et moi, quand Léa Salamé me dit « Vous pensez quoi des retraites ?» alors que c'était pas du tout à moi d'en parler, puisque je suis en plein dedans dans ce sujet. Je dis « Mais il faut voir le respect de chacun et l'écoute de chacun, la pénibilité du travail de chacun, puisque tu étais là, tu sais de quoi je parle. » Et j'ai essayé d'être le plus respectueux possible par rapport à M. Ruffin qui était là avec nous, par rapport, tu vois, il avait écrit ses petits arguments, et pas de défoncer tout le monde pour être repris le lendemain dans tous les bons clics bienveillants. Bienveillants, n'est-ce pas? Bien sûr. Et ça, comment tu fais? Parce que, en 30 ans, 40 ans de carrière, j'ai l'impression que presque tu n'as jamais fait de faux pas, ou alors, tu vois, pas qu'il soit resté ou pas assez puissant pour te faire dégager. Et pourtant, tu restes vachement naturel toi-même, ça se ressent. Comment tu fais pour gérer cette dualité, tu vois, pour rester toi-même sans être trop dans le contrôle, mais d'un autre côté, sans te dire ce que t'aimerais pas dire? Parce qu'en plus, plus le temps passe, plus aujourd'hui, les gens sont prêts à t'épingler, quoi. Ah ouais, bien sûr. Alors, la réponse pour moi, c'est d'essayer, et d'y arriver en plus, d'être le plus sincère possible. C'est-à-dire que lorsque tu es sincère, moi j'ai jamais quasiment rien caché aux téléspectateurs. Preuve en est avec ce que j'ai vécu sur cette différence, sur la tâche sur le nez. Une fois de plus, un prof m'a dit la tâche au tableau. J'avais 14 ans devant 32 élèves. La tâche au tableau. D'accord ? J'ai 14 ans. Tu t'imagines devant les copains l'humiliation. Ouais, c'est humiliant. Et toi, tu es obligé d'aller au tableau. Hein. D'accord ? Donc... excuse-moi, tu me feras repenser à ce que tu me dis, mais c'est assez troublant parce que j'ai rencontré une personne, là, dans les dernières semaines, dans les derniers jours, je sais pas, il y a 15 jours, 3 semaines, qui m'a arrêté et qui me dit Jean-Luc, j'ai été au même collège que vous. Et je peux vous tutoyer? Et je dis, bah oui, puisque vous me le demandez gentiment, tutoyons-nous. Donc j'étais au même collège que toi, et je pense que le professeur qui t'a dit ça, c'était lui. Et elle me dit le nom du prof, parce que j'avais le même prof de français quelques années plus tard. Elle devait avoir une dizaine d'années de moins. Et je suis sûr que c'était lui. Elle me dit oui ou non. Et je dis, bah oui, c'était lui. La vérité du propos, quoi. Parce qu'elle a dû se faire aussi épingler, machin, etc. Donc tu t'imagines, la fille, il y a quelques jours, quelques semaines, elle me dit, alors que tu vois, moi je te parle d'un temps, c'est 40 ans en arrière, ou 45 ans en arrière, hein, c'est pas des conneries. Et la fille arrive en disant, c'était lui ou c'était pas lui? Le jour où je me suis dit que j'allais vous rencontrer, que j'allais te rencontrer, j'allais te le demander. Et là, j'ai eu un appel en disant, ben oui. Donc, voilà, c'était une petite digression. Mais pour répondre à ta question, j'essaye d'être le plus sincère possible. Ah, tu dis, t'as pas fait de fashion faux pas, t'as pas fait de grand écart facial. Mais cette sincérité de se dire, ouais, ben, j'ai montré ma différence. Tu sais, quand il y a Slimane qui me dit, tu sais, ça m'a donné de la force quand j'étais petit, parce que Slimane était assez boulimique, etc. Et ça m'a donné de la force en disant, mais lui, le monsieur, il est différent. Il a progressivement, il voyait que je montrais ma tâche. Il disait, mais... Et ça lui a donné de la force. Quand je vois que Paul, autiste Asperger, quand je vois que Lola Dubini, quand je vois que tous ces gens qui sont autour de moi, ma petite sœur, tous les gens qui sont sourds, la différence des personnes malentendantes, Louise, c'est à peu près 5 millions de personnes. Tes parents, tes grands-parents qui commencent à être déficients auditifs, qui mettent maintenant des contours d'oreilles et qui c'est vachement bien, il ne faut pas avoir peur. Hein. C'est 105 millions de personnes. Quand je rencontre Salim, qui a 32 ans, je crois, qui est aveugle et qui est dans l'équitation et qui monte à cheval, et qui fait des sauts d'obstacles, et il est aveugle, et qui me dit « mais j'ai suivi votre parcours ». Et qui me parle, et son bouquin, je l'ai lu là, ce week-end, il n'y a pas trop longtemps, et il l'a baptisé L'impossible, voilà, c'est Salim Esnani, L'impossible est un bon début. Le mec, il te parle comme ça, et on a fait une interview comme toi, un podcast, et il me dit, mais c'est fou, tout ce que tu peux véhiculer par rapport
à ce respect de l'autre, à cette différence et par rapport à cette sincérité. Donc effectivement, j'ai toujours essayé d'être le plus sincère. J'ai dit que j'avais une petite sœur handicapée, j'ai parlé de ma mère, je parle de ma vie, je parle de mon chien, parce que ça peut donner de la force à des gens. Je veux dire, moi j'ai adopté un chien au refuge d'Ajaccio, ça s'appelle la Caldaniche. Il y a 12 ans maintenant, ce chien a été abandonné. Et puis tout le monde a dit « Ah, waouh, voilà, j'aime les chiens, j'aime les animaux, c'est comme ça. » Il y a 2 ans, on a un gros problème. Le chien est victime d'une tumeur, voilà, ça arrive. Donc, tout le monde dit, bon, on est désolé, il va mourir, quoi. Il faut le piquer. Et on dit, mais il n'y a pas une autre solution. Et dans cette vérité, à chaque fois, j'explique, le chien va pas bien, et puis on se bat, et puis on l'ampute d'abord là, et puis on l'enlève carrément la patte. Et le chien, ça fait 2 ans et ça donne de la force à d'autres personnes. Et il est en pleine forme. Et il joue dans Léo Mattei, le chien. Ouais, je le vois. Donna, elle a joué dans Léo Mattei. Et je lui dis, ça va le chien? Et les gens, ils se disent, mais le chien, il est différent aussi. Et j'ai été sincère. Je leur ai dit, voilà, le chien est sur 3 pattes. Et il y en a plein qui disent, mais moi aussi, mon chien, il est né comme ça, ou il a une différence. Et voilà. Donc... Voilà, c'est ce respect de l'autre, et puis c'est cette sincérité où j'ai essayé d'être le plus proche de ce que je suis avec ma vie. Voilà, j'ai une famille recomposée, j'ai toujours tout dit. Et je crois que c'est ce qui fait aussi cette marque de fabrique, quelque part, sans être prétentieux, hein, bien sûr. Non, t'inquiète pas. Et est-ce que tu as déjà connu un échec ou quelque chose que tu as perçu comme tel? On a parlé de l'arrêt des amours, mais voilà, dans une ère où les chiffres comptent énormément, les audiences, est-ce qu'à un moment tu as mal vécu potentiellement le fait de ne pas performer? Alors moi, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, t'es quand même un des rares animateurs à avoir tenu autant dans la durée avec d'aussi grosses audiences. Ça te fait peur, peut-être, de te dire un jour, ça va s'arrêter, un jour, les gens seront plus au rendez-vous? Alors, il y a plusieurs questions dans ce que tu dis. T'as déjà vécu des échecs, bien évidemment. Hein. J'ai vécu des échecs qui m'ont fait mal. C'est plus des échecs humains par rapport à des gens sur lesquels je comptais, ou qui m'ont dit, mais tu sais, moi, je serais à ta place avec les chiffres qu'il y a là. Moi, je donnerais ma démission, quoi. C'est pas possible, hein. Il te parle comme ça, le mec. Et tu dis, pardon? C'est le mec qui a le droit de vie ou de mort sur toi, quoi. Parce que t'as fait un mauvais score, alors que le mec t'en fait des grands comme ça, il voit juste que le truc qui va pas. Ça, pour moi, si tu veux, c'est une souffrance. Parce que c'est pas possible. Alors, mais bien évidemment, tu sais, au début, quand t'arrives de ta province, moi je suis arrivé de Toulouse, j'ai donné des idées génialissimes, et je les ai vues sur des shorts, on appelait ça des shorts, je sais pas comment vous appelez ça, des programmes courts, tu vois, maintenant qui sont sponsorisés par machin, tu vois, l'Ouragan Caravana, le Roi Merlin présente, enfin, etc. Tu vois, tous ces petits programmes courts, et j'avais eu des super idées que j'avais données à l'époque à des personnes en disant, tiens, j'aimerais bien faire ça. Et puis j'étais arrivé avec mon petit papier, hein, j'étais super content et tout, et puis tu t'aperçois, non, mais ça va pas, c'est pas assez approfondi. Et 6 mois plus tard, tu le vois à la télé sous un autre nom, avec 2-3 trucs qui ont eu une petite différence. Je me rappelle très bien de qui il s'agit, qui est bien sûr une de mes meilleures amies. Non, mais voilà, c'est la vie, ça fait partie de la vie de la télé. Mais ne t'inquiète pas, tout va très 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 bien, quoi. Ah, j'ai du mal, moi, avec ça, quand même. Mais je sais, parce que... Mais tu verras, quand t'auras à peu près 60 balais, tu te diras, moi, quand toi, t'en as 25, moi, j'en avais 25, 30, hein. Et le mec, putain, c'est exactement... Ou la nana, c'est exactement ce que tu lui as dit, quoi. Et elle s'est pas justifiée après? Tu lui as pas confronté? Ah, si, bien sûr. On dit, ouais, mais non, mais... Ouais, avoue franchement que c'était pas complètement pareil. Et c'était toi qui avais donné tout ça. Alors, on n'est pas là pour dire toi, parce que j'en suis pas du tout là dans ma vie. Mais ça fait mal, Louise. C'est-à-dire que tu dis, mais putain, mais c'est quoi cette société à la con, quoi? Alors, en plus, à la télé, je te raconte pas. Quand tu parlais d'égo surdimensionné, là, il y a la myriade et il y a la pléiade. Ils te diront non, hein, bien sûr, mais tu les connais bien.
Ceux qui montent, ceux qui descendent, et puis ceux qui se montent en t'écrasant. Et à un moment donné, tu dis non, c'est pas possible, on n'est pas dans le bon, c'est pas au prorata du bordel, c'est pas comme ça. Hein. Donc j'ai essayé d'être le plus respectueux possible, mais il y a des choses qui font mal. Et la deuxième partie de ta question, c'était quoi ? C'était sur les audiences, la performance. En fait, ma vraie question, c'est est-ce que tu arrives à pas associer le résultat d'une performance à ta personne ? Alors si tu veux, il y a un moment un peu délicat en ce moment dans cette société, c'est on demande toujours le résultat à l'ultra-performance. On en oublie la quintessence de l'humain, mais sincèrement, on en oublie la proximité, on en oublie les gens qui sont seuls, on en oublie qui regarde la télé ou qui va écouter ton podcast. Qui ? Pour toi, il faut que ce soit le plus grand nombre possible. En disant, t'as vu, Chavannes, il a fait 62 000, c'était il y a 2-3 semaines, 4 semaines. Léa Salamé, ah ouais, putain, t'as vu, elle a fait 300 000. Ah oui, mais c'était il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Ah ouais, c'était avant, quand elle était en binôme avec Ruquier, au prorata, machin. Donc t'es là pour le chiffre, hein. T'es là pour, d'un seul coup, être ultra performante. Puisqu'on te demande toujours plus. Putain, t'as fait 300 000 avec Salamé, 600 000 avec Salamé. Bah, tu vas faire 1 million avec Chavannes. Ah non, tu fais moins. Oui, non, mais attends, parce que les gens, ils n'ont pas eu le temps d'écouter, etc. Et puis, il y a l'inertie. Donc, on est dans cette demande d'ultra-performance et t'oublies la quintessence de l'humain qui est derrière tout ça. La sensibilité de la personne qui va écouter. Tu en oublies la personne qui est seule. Putain, Louise, merde, il y a combien de personnes qui sont seules dans cette société ? Les grands-parents qui se retrouvent seuls, l'un ou l'autre qui s'en va. La dame qui va faire une fois par semaine ses courses parce qu'elle ne peut pas descendre plus ou pas parce qu'elle n'a plus d'argent ou qu'elle... Toi, tu es son repère à la radio, dans ton podcast. Moi, le midi, c'est un petit repère en disant je déjeune avec Jean-Luc. Tu t'imagines, on en oublie ça ? Et tu veux faire de l'argent sur quoi ? Pourquoi tu vas faire quoi ? Il va où tout ce pognon, tout ça ? Mais limite, tu t'en fous parce que tu oublies qui est derrière. Tu oublies cette fragilité, tu oublies cette humanité. Tu dis, mais merde, mais t'es vivante, t'es un peu froid, t'as vu ? Ouais, t'as la chair de poule, t'es un peu froid, tu veux mettre quelque chose ? Mais on en oublie ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, pour aller dans le sens de ce que tu dis, c'est... Je suis plus là-dedans, je suis dans... Tu vois, c'est marrant, on a ouvert ce débat avec le jeu et qui se bat et je joue et que le jeu J-E-U et le nous, tu vois, le jeu s'envole. Et là, c'est nous, bon, on fait quoi ? On fait quoi ? Alors, on va faire quoi ? Le midi, le jeu est un prétexte pour dialoguer, échanger, dire et vous ? Et toi ? Et ben ouais, Jean-Luc... Depuis 30 ans, 29 ans, 28 ans, il est entre le frigo et le lave-vaisselle. Les mecs, ils ont enlevé le meuble de la télé et je suis devenu l'être humain. Ils ont enlevé le meuble. Je suis là tous les midis avec ces personnes qui sont seules ou en disant vous faites du bien, vous avez accompagné ma grand-mère jusqu'au bout, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Mais j'ai dit il va à la télé là-haut. Non, ils ont à la télé, on peut les... Et d'un seul coup, tu désacralises le bordel et tu dis non, je suis sûr. En plus, ils sont avec ma mère que j'ai perdu il y a très très peu de temps et qui me laisse un trou béant. Donc je dis, ils sont ensemble là. Je suis sûr qu'ils sont ensemble. Et si ça se trouve, ils font une pétanque. Donc c'est ça. T'arrives du coup, parce que comme tu me disais que t'étais assez exigeant envers toi-même, je trouve que l'écueil, pour l'être aussi, c'est de toujours s'accuser de ne pas avoir assez bien fait. Et donc toi, ce que je comprends, c'est que tu arrives à te concentrer plus sur ce que ça apporte plutôt que toi sur ta performance. Et je vais un peu plus loin, puisque je rebondis toujours, j'essaie l'improvisation. Je suis beaucoup plus tu as raison, dans ce que ça apporte plutôt que dans ce que ça rapporte. Tu vois ce que je veux dire, ce lien, mais que ça peut rapporter pour soi ou pécuniairement, ou j'en suis plus là. Ça apporte à l'autre plutôt que ça rapporte. Ça, c'est... tu vois, ça, c'est une vraie réponse de se dire...
merde, je suis là pour l'autre, quoi. Mais après, de temps en temps, une fois de plus, il y a des moments dans ta vie où tu te dis, tiens, là, je suis content quand même, hein. Alors, t'inquiète pas, les mecs, il y a des coupeurs de tête qui sont là pour te rappeler qui tu es très rapidement et de te remettre juste à ta bonne place, quoi. Mais moi, c'est pas beaucoup arrivé parce que, comme je te dis, le handicap, moi, j'ai vécu avec depuis tout petit, avec ma sœur, donc ça te remet tout de suite les points sur les i. Comme je te disais, il y a toujours plus grave, mais puis, à un moment donné, t'as une bonne dose d'humilité quand tu vois ça. Elle fait quoi aujourd'hui, ta sœur ? Au début, elle était prothésiste dentaire, donc joie et gaieté. Mes parents avaient réussi à lui trouver, à lui faire des études, tu vois, pour qu'elle bosse vraiment. Et c'était un beau boulot, quoi, prothésiste dentaire. Ouais. Et pour une fille qui est sourde, seule dans son monde. Et là, tu te dis, mais quoi ? Donc c'est quand même... C'est compliqué d'interagir. Ah, mais bien évidemment. Et là, elle s'arrête, il y a une petite dizaine d'années. Elle dit, j'arrête tout. Je parle avec personne. Pardon ? Ta petite sœur est sourde et elle te dit, je parle avec personne. Alors qu'elle a 3 enfants, 3 filles qui ne sont pas sourdes. Et elle pète tout dans sa vie. Et elle dit, ben voilà, je veux parler avec des gens. Et là, elle trouve un boulot de caissière. Ce qu'on appelle hôtesse de caisse maintenant, pour être un peu plus élégant, parce que c'était dénigrant le phénomène de caissière, en tout cas ménagère de moins de 50 ans, enfin bon, bref. Et là, elle est caissière. Et tu vas rigoler, Louise, mais c'est très, très, très émouvant ce que je te dis. Il y a, je sais pas, 15 caisses dans le supermarché, tu vois, une quinzaine de caisses. Les autres caisses, elles sont vides, et la caisse de ma sœur, elle est pleine. Et ils font la queue pour être à la caisse de ma sœur. Elle a un petit badge en disant « Bonjour, je m'appelle Marie-Laure, je suis sourde, malentendante. Quand vous me parlez, est-ce que vous pouvez articuler, me regarder en face, autrement je ne vous comprends pas. » Et les responsables disent « Mais c'est un soleil, quoi. » C'est-à-dire que les petites personnes âgées dont je te parle, qui sont là, et c'est leur sortie, ça va Marie-Laure et tout. Ah oui, bien sûr, et elle parle comme ça, machin, oui, pardon, machin, tout ça. Ah oui, ça va et tout. Ta caisse, elle est sans arrêt pleine, tu le crois, ça ? Alors qu'elle était prothésiste dentaire, elle gagnait 3 fois plus d'argent. Là, voilà, je suis là, je l'aide, etc. Mais ce lien social, ce tissu social, tu te rends compte ? Et nous, on n'avait pas fait attention à ce que on l'a replongé dans sa profondeur de solitude. Et là, elle est hyper épanouie, elle va au boulot. Elle prend son vélo et elle va dire bonjour aux gens et les gens lui disent bonjour et ça va vite et ça bouge c'est hyper puissant en fait. C'est le fait qu'elle se soit écoutée et que elle ait choisi de faire ce qui la rendait heureuse. En fait, qui on est pour juger ce choix, un peu comme quand toi t'as dit ciao aux études et que voilà, tu t'es écouté, t'es allé dans les radios. Vous avez tous les deux eu ce courage d'aller vers ce qui vous épanouissait et pas vers ce que la société considérait comme avoir de la valeur ou non, quoi. Non, mais en plus, c'est rigolo, sans faire de jeu de mots, mais voilà, pour une sourde, s'écouter, c'est génial. Mais c'est génialissime. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est dans son fort intérieur qu'elle s'est dit moi, j'ai envie d'aller à la rencontre de l'autre et de garder ce lien et ce liant. Je trouve que c'est beau et c'est profond. Et au final, on fait la même chose, puisque moi, je dis bonjour. Et je dis, vous allez bien, en fait ? Et puis voilà, ça dure un moment, c'est éphémère. Mais là, je sors de 80 émissions tournées en 3 semaines, à peu près. Et il y a des gens qui arrivent de l'île Maurice pour venir me voir, quoi. Et je dis, mais non, si. Tous les midis, je suis avec vous, tous les midis, je voulais vous voir. Je ne savais pas si vous étiez vrai ou pas. Ils viennent un peu pour t'évaluer. En disant, mais... Et là, je dis, mais on peut s'embrasser ? Et la dame, elle pleure parce qu'elle me voit depuis 10, 20, 30 ans à la télé. Elle dit, mais vous nous apportez du bonheur tous les jours. Et mon bonheur, elle a économisé pour prendre un billet d'avion. Je ne sais pas si tu te rends compte, les gens, c'est fou, quoi. Et ils sont là, ils restent.
Et c'est plus qu'un spectacle, c'est quelque chose de super fort, cet accompagnement au quotidien. Qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité passer du côté de l'acting? Alors, de ce que je comprends, tu faisais déjà du théâtre. Mais bon, en télé, Ouais, moi j'étais comédien avant. En télé, tu faisais que de l'animation. Et je crois que Léo Mattei, c'est la première série où tu joues, non? Non, pas du tout, non. Non, j'avais fait beaucoup de... En fait, quand je suis arrivé sur Paris, avant de faire des jeux de quoi que ce soit, j'étais comédien. Et ça n'a pas marché, ça n'avait pas déclenché à l'époque. Mais j'avais tourné avec des gens que tu n'as pas connus, peut-être Roger Hanin dans Navarro, enfin si, sur des réalistes, tu dois savoir à peu près qui c'est. Mais j'avais joué dans Nestor Burma, j'avais joué dans Marc et Sophie, j'avais joué dans Maggie avec Jean-Marc Thibault, mais ça n'avait jamais pris sur les castings, quoi. Et j'avais fait plein de petites choses, et puis ça n'avait pas marché. Après, il y a eu ce casting, il y avait... j'ai eu plein de choses, j'ai fait toujours du théâtre, évidemment. Et avant, j'avais joué... En fait, l'élément déclencheur, ça a été une fiction que l'on m'avait donnée, qui s'appelait Le Monde est petit. Voilà, c'était Le Monde est petit. Et on avait cartonné à 7 millions de téléspectateurs, et tout le monde se dit, mais il joue super bien, et tout ça. C'était sur One Shot, ça s'appelait un unitaire à l'époque, Le Monde est petit. Et c'était sur un mec qui se retrouvait seul avec son enfant, puisque sa femme était partie avec la nounou du gosse. Donc, c'est un peu loufoque, quoi. C'est un truc de taré. Et donc là, il y a un détonateur. Et puis après, il voit que ça marche, tout le monde voit que ça marche. Et j'avais fait une série qui s'appelait Victor Sauvage, avec des animaux. J'étais comportementaliste animalier. Ils disaient, ah putain, c'est chouette. Et puis c'était beaucoup trop compliqué de tourner avec des animaux. Le lion était en inadéquation totale avec l'éléphant, avec l'autruche, avec tout ça. Donc c'était trop compliqué. On a créé Victor Sauvage... sur un coup de tête, et on s'était bien amusé. Et puis après, je suis parti dans Léo Mattei. Donc, non, l'acting... non, j'ai toujours fait du théâtre depuis, comme toi, très certainement, depuis la seconde. Non, mais on a tous fait un petit cours de théâtre à l'école, quoi, depuis la seconde ou la première. Écoute, moi, il n'y avait pas théâtre. Je le regrette d'ailleurs, parce que je trouve que c'est Il faut. Enfin, moi, je me serais forcée parce que c'est pas du tout ma zone de confort. Mais c'est vrai que ça te donne, je pense, après, des soft skills assez essentiel pour la suite de ta vie, quoi. Ouais, et puis après, moi, je me suis lancé dans la Ligue d'improvisation française, et pendant 15 ans, j'étais à la Ligue d'impro. Ça consiste en quoi? La Ligue d'impro, tu te jettes en plein milieu d'une patinoire, et tu improvises librement devant 200, 300, 500 personnes, et j'ai fait les championnats du monde de Ligue d'improvisation à Marc-en-Barœul à l'époque. J'étais à la LIFI, et c'est du théâtre dans une patinoire. Ça a été créé au Canada, au Québec. Parce qu'en fait, les patinoires étaient pleines et les théâtres se vidaient à l'époque, dans les années 70. Et donc, ils ont adapté les règles du jeu du hockey sur glace dans une patinoire au théâtre. Donc, tu as 20 secondes pour préparer une improvisation qui dure 2, 3, 4, 5 minutes. Soit tu es toute seule, soit tu es à 2, soit tu es à 6. Et il y a 6 membres dans une équipe, face à 6 membres, et on se jette dans une patinoire et on improvise sur n'importe quel thème. Sur « Oh, je suis un micro » pendant 3 minutes. Qu'est-ce qui va encore m'arriver face à moi? Il va puer de la gueule, le mec qui est là. Oh là là, et je vois ses amis là, disons qu'il ne s'est pas brossé les dents ce matin. Je suis un micro pendant 3 minutes. Donc, c'est-à-dire que tout ça fait partie du monde de l'imaginaire. Mais il est complètement taré, lui. T'as vu ce qu'il dit? T'as vu ce qu'il a mangé hier soir? T'as vu, il y a encore un peu de cornichon au fond de sa bouche. Et t'es dans le micro, quoi. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'il dit? Donc, cette ligue d'improvisation, donc bien avant, effectivement, j'étais comédien bien avant de tout ça. Et j'ai un producteur, là, c'était émouvant. Parce qu'il y a eu... Là, vu qu'on est dans la diffusion de Léo Mattei, là, on a fait une avant-première à TF1, et j'ai invité mon premier producteur des Amours, j'ai invité mon premier coproducteur d'Attention à la marche, mes producteurs des 12 coups de midi. J'ai gardé des liens forts et sincères avec ces gens. Et mon premier producteur des Amours me dit, mais je me rappellerai toujours de ce garçon que j'ai vu à la Ligue d'improvisation. Et j'avais senti quelque chose, je ne savais pas quoi, mais c'était une puissance dans une patinoire. Et le mec était venu me voir
à la Ligue d'impro avant... C'est là où t'as repéré ? Ouais, avant d'accepter que je sois, entre guillemets, animateur. Je me suis jamais senti animateur, hein, je te le dis franchement. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Tu te sentais quoi, plus comédien ? Non, je me sentais un être humain qui un hôte d'accueil ou je sais pas, mais tu vois, une personne, quoi. Une personne au même titre qu'une autre personne. Alors ouais, peut-être un médiateur, peut-être quelqu'un qui fasse un peu ce lien, comme je te le disais tout à l'heure, entre la société. Vous inquiétez pas, j'ai pas peur. Non, bah non, on est filmé, mais vous êtes chez moi. S'il y a quoi que ce soit, je suis là. Et c'est ce que je dis aux gens. Hein. Tu m'as dit la même chose tout à l'heure, c'était très bienveillant. S'il y a des trucs qui vont pas, t'inquiète pas, c'est pas une émission en direct, on peut... Et tu sais ce que je t'ai dit, puisque je dis bah non. Ça, je sais pas faire. Ah ouais ? Je sais pas faire, je sais pas, non. On coupe pas, c'est toi, c'est moi, et c'est pour de vrai, et c'est pour la vie, autrement ça sert à rien. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ton parcours, c'est qu'on sent que t'aimes rire, que t'aimes rassembler, que t'aimes le fun. Et j'ai vu que tu as fait du karaté à assez haut niveau. Ouais. Ouais, pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a attiré dans le karaté, et surtout, qu'est-ce que ça t'a appris ? Si tu veux, c'est marrant parce que j'ai écouté tes podcasts avec Léa, avec Christophe, tout ça avant, et il y a eu un élément déclencheur, eux, pour faire ce qu'ils ont fait. Les tours pour Léa Salamé quand elle était aux États-Unis. Christophe, à un moment donné, qui avait besoin de s'exprimer, il y a eu un élément sur Marie-France Bruyère. Je sais c'est marrant, c'est un peu comme toi, il a commencé en radio pour ensuite aller en télé. Et moi, perso, j'avais besoin aussi de me canaliser. Mais j'ai eu cette prise de conscience assez rapidement, hein, puisque j'avais 14 ans quand j'ai commencé le karaté. Et puis sur cette différence aussi, ça a commencé, tu vois, à un moment donné, dans la cour de récré, c'est bon, quoi. Donc j'avais besoin de savoir, moi, perso, jusqu'où je pouvais aller, et puis savoir me défendre, et puis aussi me sentir bien dans mon corps. T'as besoin de ça, je veux dire. Et de 14 ans, après, j'ai eu mon accident de moto, comme tu le sais, qui m'a... ils m'ont déclaré mort sur la route, quoi. Ça, c'est quand même chaud. Ils m'ont déclaré mort sur la route. Et toi, tu te sentais mort sur la route ? Non, pas du tout, puisque je les ai entendus. J'ai entendu le gendarme dire il est mort. Non, c'est horrible. Et là, tu pouvais pas répondre. T'étais dans le coma. Et après, je suis parti dans le coma pendant pas mal de temps. Mais j'ai entendu le mec. Il dit ah bon, et toi, tu vois, tu te dis avec du recul quand même, tu l'entends. Donc j'ai arrêté le karaté, mais effectivement j'ai fait les championnats de France de karaté. Mais j'avais besoin, si tu veux, de savoir jusqu'où je pouvais aller. Et tu t'aperçois que ça peut aller très loin et que ça peut ne pas s'arrêter. Pourquoi ça s'arrêterait ? Là, les mecs, ils disent « Ah bah ouais, 60 balais, 62... Ils pensaient à la retraite, monsieur Reichmann. J'ai dit, ben non, comme je te l'ai dit sur le plateau, ben pourquoi j'y penserais ? Je vais super bien, je me sens bien, les gens se sentent bien avec moi, je me sens utile. Pourquoi ça s'arrêterait ? Donc pendant 10 ans, effectivement, j'ai fait de la compétition, je me suis éclaté, j'ai donné des cours et tout de karaté. Et puis après l'accident, ça a été très très compliqué, puisque je suis resté une année vraiment sans pouvoir rien faire du tout, hein. Entre les lits, les fauteuils roulants, les béquilles, etc. J'en passe parce qu'on ne va pas en faire effectivement un commerce. C'est bon. C'est intéressant quand même, je trouve. Une année bloquée où tu ne sais pas de quoi demain sera fait, où tu ne sais pas potentiellement si tu remarcheras un jour, si tu ne sais pas si tu vas pouvoir mettre en place les rêves que tu avais. Psychologiquement, ça a dû être difficile. Non, mais c'est intéressant pour te dire que tout est possible. C'est ça qui est vachement intéressant. C'est fou, tu vois toujours le verre à moitié plein. Mais ouais, parce que la difficulté, j'ai jamais autant souffert de ma vie, évidemment. Enfin, tu vois, c'est une évidence. Parce que je trouvais ça, en fait, le pire, c'était la souffrance psychologique de cette injustice du mec.
qui s'est Qui à endormi au l'époque volant, avait c'est ça 74 ans, il a eu une attaque. Il a eu une attaque, mais comme n'importe qui. Tu vois. Bref, tu vois, les personnes âgées, elles sont au volant à 80, 90 ans. Non, vous inquiétez pas, ça va encore bien. Mais non, ça va pas. Mais non, arrêtez. Et là, le mec, voilà, 74 balais, il a eu une absence cardiaque. Et puis, je sais plus ce que c'est. Bon, bref, mais la pire souffrance, c'était psychologique. Physiquement, c'était insupportable, mais psychologiquement, c'était pire qu'insupportable, puisque le mec n'est jamais venu me voir pour me dire bonjour, comment ça va, n'a jamais pris de mes nouvelles. Mais moi, j'avais 23, 24 ans, je m'imaginais grand-père, au volant, je déglingue quelqu'un par ma faute sur la route. La première des choses, je quitte tout et je vais le voir, je demande qu'est-ce qui est possible, quoi, qu'est-ce, etc. Hein, mais vraiment... Lui, il n'est jamais venu me voir, donc la souffrance psychologique est insupportable, en disant, mais pourquoi je me revois un an plus tard sur mes béquilles, en faisant ding-dong, bonjour monsieur, je suis la personne que vous avez renversée il y a un an, et le mec sur son perron au bout dit, adressez-vous à mon avocat, j'ai 24 ans à ce moment-là, adressez-vous à mon avocat, vous rouliez trop vite. Et là, d'un seul coup, l'impact était dans ma file, j'étais dans mon droit, etc. Et j'ai fait 39,75 m du moment de l'impact au moment où je suis retombé sur le sol. D'accord ? Donc si moi, à l'époque, je roule à 110, lui à 90, ça fait un choc frontal de 200 km/h. On ne va pas rentrer dans les détails pour ne pas faire les unes des journaux que j'ai fait 250 fois. Mais si tu veux, tu es à 40 mètres du point d'impact et le mec, il dit adressez-vous à mon avocat, vous rouliez trop vite. Et tu dis mais pardon. Et là, la souffrance psychologique, elle est beaucoup plus dure. C'est, la souffrance physique, elle est insupportable parce qu'après, tu veux refaire du sport, tu n'es pas à ton niveau, tu n'es plus au niveau. C'est insupportable parce qu'en fait, tu n'as plus la rate. Et ton prof de karaté de l'époque, qui maintenant a, je crois, 7e dan, il est maintenant aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on se croise, on en parle. Et elle me dit, mais surtout, va pas trop loin, parce que t'as plus de points de côté, t'as plus de rate. Moi, ma rate, elle a explosé, hein, dans le choc. Donc, il y avait 2 litres de sang dans le ventre, elle a explosé. Et mon prof dit, fais attention, t'as plus de points de côté, donc si toutefois, tu te donnes et tu y vas, t'as plus de moments d'alerte. Tu peux tomber. Donc, alors tout ça fait que j'ai fait un nouveau sport qui s'appelle la télé, qui s'appelle la comédie, qui s'appelle le théâtre, qui s'appelle la radio, où, j'ai toujours bossé 20 heures par jour, mais je ne l'ai jamais senti. Et je vais continuer à jouer, partout, sur scène, à la radio. Avec toi, je joue, là. On joue, on échange, on partage. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que même depuis cet instant-là, déjà, j'avais cet optimisme dont tu parles, mais j'avais jamais de ligne de conduite. De me dire, à partir de là, je savais que je voulais être journaliste, comme le disaient tous les gens. À partir de là, Non, moi, à partir de là, je savais que rien n'était écrit et qu'il fallait raconter une histoire. La mienne, mais c'est surtout la leur, la tienne. Donc pour toi, on ne doit pas forcément avoir une vision pour réussir ? Tu dois avoir un avis, tu dois avoir évidemment ton ressenti. Parce que moi, je suis beaucoup plus sur le ressenti. Parce que la vision d'aujourd'hui, elle est faussée demain. On entend beaucoup, après c'est notamment dans l'entrepreneuriat, mais je pense de manière générale dans une carrière, on entend beaucoup, il faut savoir où on veut aller, c'est comme ça qu'on peut savoir comment y aller, il faut avoir une vision. C'est pour ça que et parfois je trouve ça un peu angoissant. C'est pour ça que j'ai arrêté Subdeco par exemple, tu vois, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire du commerce, parce que je me sentais pas du tout en harmonie avec ce discours. Mais pour moi, c'est surtout pas ça. Action, réaction, hein. Tu vois, action, réaction, d'accord. Ouais. Mais enfin bon, et alors ? Non mais bon, voilà, échangeons plutôt et le mot ensemble va prendre tout son écueil, va prendre toute... sa substance. Ouais, et puis tu peux faire éclore une idée quand on est ensemble et qu'on la partage. Le mec qui est tout seul, c'est le mec, comme je te disais, Roland Courbis qui dit mais putain, t'es un vrai coach, il faut qu'il y ait des mecs comme ça qui soient rassembleurs. Ce qu'il y a d'extraordinaire, par exemple,
ça fait la 10e saison de Léo Mattei. Et là, on a fait un petit point, évidemment, avec les... J'ai plus de bureau depuis 15 ans, donc c'est assez rigolo. J'ai pas de bureau. Et donc, je vais voir les gens là où ils sont. Je trouve ça plutôt sympa. J'ai plus de bureau du tout. Et ils disaient, on peut se voir chez vous, au bureau. Et je dis, j'en ai pas, moi, on va chez vous. Tiens, je vais chez Louise. Là, après, j'ai une interview, on va où vous voulez. Bon, d'accord, on se verra. Dites-moi où. Mais je trouvais ça vachement intéressant. Et donc, ce qu'il y a de beau, c'est qu'on le fasse avec ce mot ensemble et qu'on crée des choses ensemble et qui sont surtout pas dans une ligne de conduite effectivement morale, mais qu'on n'ait pas à se dire tiens, moi j'ai envie vraiment de faire ça. Pour moi, c'est un peu obsolète. Tu sais ce dont t'as pas envie, ou tu sais de ce dont t'as plus envie, mais après, ce que tu vas faire avec l'autre, laisse-toi la découverte et le plaisir de te surprendre. Parce que c'est ça aussi la surprise, les belles surprises, elles sont là. Elles sont dans le partage, elles sont dans étonne-moi, dans tiens, on va essayer d'avoir un soubresaut d'idées et peut-être que ça va en faire un concept, peut-être que ça va en faire quelque chose, mais pourvu que ce soit partagé, quoi. Quand on était ensemble sur le plateau de Quelle Époque, notamment, on venait de te remettre, entre guillemets, le titre d'animateur préféré des Français, mais que tu as déjà depuis pas mal de temps. Qu'est-ce qu'il faut pour être numéro 1 ? Tu vois, tu nous as parlé de la sincérité, même de l'envie, de la passion, ça, je l'entends. Je pense qu'il faut autre chose quand même pour... Qu'est-ce qui te distingue de tous les autres animateurs très bons, très compétents, très passionnés ? Non, il faut être vrai, il faut garder sa personnalité, il faut être sincère, mais il faut être vrai. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont le remix du comeback de plein de choses et qui regardent tout ce qui se fait et qui font la même chose, du moins ils essayent de faire, etc. Moi, je crois qu'il faut être vrai. C'est ça. On parlait de Chavannes qui est insupportablement vrai. Donc, dans insupportablement vrai, il y a insupportablement vrai. Donc, envers lui-même, il doit être insupportable. De temps en temps, avec les personnes dans son entourage, ça doit être compliqué, mais il est insupportablement vrai. Donc, je crois qu'il faut être vrai. Et je faisais un petit point, comme je te disais, sur la 10e saison de Léo Mattei. Cette année, on a donné la possibilité à 870 personnes d'être avec nous. Donc, on a employé 870 intermittents ou des personnes, voilà, que ce soit dans le casting, dans la figuration, que ce soit au catering, que ce soit à la sécurité, dans les camions, dans tout ça. 870 personnes, dont 720 locales sur la région PACA. Et toutes ces personnes veulent rebosser avec nous depuis des années. Ça fait 6-7 ans maintenant qu'on est à Marseille. Et ils sentent tous qu'on est vrai. Donc, moi, en fait, numéro 1, c'est assez délicat parce que c'est une putain de responsabilité, quoi. C'est-à-dire que t'as pas le droit de tromper les gens, quoi. T'as pas le droit, comme tu disais... T'as pas le droit de décevoir, hein, au-delà de ça. Ouais, voilà, t'as pas le droit de les décevoir. Donc, c'est dur, hein. Alors bon, t'as pas le droit de te mettre les doigts dans le nez, t'as pas le droit d'avoir des bourrelets sur le bide parce que tu fais la une de tous les journaux. Oh zut, t'as vu l'année dernière, il avait 2 bourrelets, maintenant il a triple bourrelet. Il a 3 bourrelets sur la plage. Putain, heureusement, j'ai toujours la même femme, hein, parce que là, autrement, ça va être compliqué. Oh, il est avec une nouvelle... Oh, et puis elle est plus jeune. Non, elle est plus vieille. Donc elle était pas blonde. Non, moi, tout va bien de ce côté-là. Et je me satisfais totalement de ce que j'ai. Plutôt que sans arrêt aller chercher pourquoi, le ailleurs, du ceci, du cela. Je suis très très heureux de ce que j'ai et voilà, j'ai pas des besoins surnaturels. Je fais avec ce que j'ai et j'essaie surtout de pas me prendre pour un autre. Donc, Est-ce que tu as déjà eu des problèmes de santé mentale ? Alors, contrairement à certains, je suis jamais allé chez un psy. C'est vrai. Jamais, mais j'aurais bien aimé y aller pour en faire des sketchs, comme beaucoup de gens ont fait déjà. J'avais un concept, ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'était un des concepts. J'étais le psy d'un plombier, de machin, de tout ça. Mais là, je te parle de ça il y a 30 ans en arrière. Non, je suis jamais allé chez un psy. Non, je me suis toujours assez écouté. Mais c'est pour ça que peut-être aussi, pour répondre tout à l'heure, que j'ai fait du karaté. Comme ça, je répondais
moi-même à mes propres interrogations, ou alors à travers l'autre, en disant qu'il y a toujours plus fort. Et t'évacuer de cette manière. Et même lors du décès de ta maman, tu t'es pas dit que pour vivre le deuil, tu souhaitais être accompagné Non. Non, elle m'accompagne au quotidien. Tu vois, elle est là, sur mon écran Elle est rayonnante. d'accueil, et elle est là toujours, encore. Elle est... Non, elle m'accompagne. Elle est là, tu vois, là, elle est en train de se garer devant, puisque c'est la même voiture qu'elle. Moi, ça m'a interpellée parce que quand on était dans les loges en train de se faire maquiller, t'étais derrière moi, tu parlais de ça avec l'équipe de maquillage, tu parlais de la mort de ta maman, et c'était assez touchant. Je me suis dit, c'est assez beau qu'il s'ouvre vraiment naturellement, quoi. Ouais, parce qu'il y a eu dû avoir un élément déclencheur, autrement j'en parle pas comme ça, mais elle nous a appris tout ça, elle m'a appris à rire, voilà, sur ces phénomènes d'autodérision. Elle était cinglante, ma mère. Elle était dans la vérité, même de temps en temps, beaucoup trop cash. C'est marrant, ma grand-mère est aussi vachement comme ça, ouais. hyper cash. Et de temps en temps, elle te mettait mal à l'aise. Maman, tu peux me dire ça maintenant. Non, tu pouvais le dire, si tu voulais, mais maintenant, tu peux plus le dire. Tu vois, t'as quand même un fils qui a une tache. Mais non, t'as pas de tache, t'as jamais eu de tache, c'est bon. Je dis, maman, t'as voulu me la faire enlever pour que je ressemble à tout le monde. Ouais, mais bon, ça s'est passé. Et donc, elle a toujours été très, très cash. Elle a toujours aimé boire son whisky le soir. Bon, c'est pas grave. Oui, mais maman, tu vas exploser en plein vol. Je veux dire, t'as quand même des médocs qui te permettent... Ouais, mais bon, au moins, ce sera toujours ça. Chin à la tienne, et voilà. Et elle a toujours été comme ça. Mais elle fait partie de moi, hein, sincèrement. Et elle m'accompagne. C'est son rire qui me manque le plus. Sa voix, son rire. Et puis, alors, c'est pas du tout dans le phénomène qu'est-ce que tu ferais à ma place, hein, parce qu'elle le ferait mal aujourd'hui, parce qu'elle me foutrait dans le fossé à tous les coups. Mais elle, voilà, ce dont je me rappelle, c'est surtout profitez-en, faites du bien. Mais ce côté verre à moitié plein, eux, ils ont souffert. Hein, c'était des enfants de la guerre, hein, ta grand-mère, tu vois, ça peut être ma mère. Et ces gens-là ont souffert beaucoup. Et mon père était beaucoup plus intérieur, alors que ma mère, elle était toujours, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on se voit, quand est-ce qu'on se prépare. Il y avait toujours quelque chose, un prétexte pour être ensemble. Pour vivre tant qu'on le peut, quoi. Un prétexte pour partager, pour être ensemble. Vivre, oui, mais pas seul. Le mec, enfin pour moi, hein, qui est riche, c'est celui qui partage et qui tend la main à l'autre, comme tu vois, ça fait un moment, ça fait 5 minutes qu'on parle, là, certainement, et ça tourne autour de ça. Parce qu'autrement, à quoi bon? Alors ouais, effectivement, je suis assez positif, je suis assez joyeux, et moi, tous ces phénomènes, je me rends compte, toutes ces poubelles qui sont brûlées, les pauvres poubelles, elles n'ont rien demandé. Tiens, à chaque fois, à chaque génération, à chaque manifestation, c'est les poubelles qui trinquent. Personne se prend la tête en disant la pauvre poubelle, quoi. Le mec, il s'appelait le préfet poubelle, Eugène Poubelle d'ailleurs. Donc le nom poubelle vient de ce monsieur-là. Et toutes ces poubelles-là, c'est pas une injustice, ça, la poubelle? On n'en parle pas assez dans les journaux. C'est marrant parce que ce matin, j'ai fait une petite story en disant que je te recevais sur InPower, et donc si jamais les gens avaient des questions, et donc il y en a pas mal qu'on a abordées, mais en effet, maintenant que tu en parles, il y avait cette question qui est revenue plusieurs fois. Est-ce qu'il est aussi heureux qu'il a l'air d'être? J'ai l'impression que oui. Ouais. En ce moment, ouais. C'est-à-dire que alors, le bonheur, c'est vachement intéressant à ce que disent les gens. Il faut toujours écouter ce qu'ils disent. Moi, intérieurement, je suis totalement heureux. Tu sais, j'ai mes enfants qui vont super bien. Joie et gaieté. Donc, c'est une famille recomposée. On a 6. Il n'y en a pas un qui est dans l'audiovisuel ou qui veut faire audiovisuel. Quel bonheur! Mais donc, je suis super heureux parce que ils s'éclatent sans ça, quoi. Et non, ouais, c'est vrai que je suis là en ce moment, je suis heureux. Parce que je vais bien, parce que j'ai des projets de vie. C'est quoi tes projets de vie? C'est-à-dire que j'ai des projets... T'es obligé de nous les révéler.
Non, mais de m'occuper de ce que j'aime. Tu sais, la performance, c'est de faire ce que tu aimes avec ce que tu aimes. C-E-U-X. Et là, je fais ce que j'aime avec ce que j'aime. Et j'ai pris la résolution, par exemple, pour l'instant, de ne plus faire de radio. Alors qu'on me propose de faire de la radio, j'en suis malade de dire non. Et je suis heureux parce que je peux dire non, mais ça me rend malade. Parce que quelle joie de faire de la radio comme toi, des podcasts, de découvrir des gens, de rencontrer des gens. Quel bonheur d'apporter le bonheur aux gens. J'ai refusé de faire du théâtre, j'ai refusé de faire une comédie musicale. Tout ça pour prendre du temps de vie. Parce que autrement, ça va trop vite, quoi. C'est sûr, ça, c'est sûr. Ça va trop vite. Et ça me fait peur parce que moi, je m'en rends déjà compte. Et tout le monde me dit, tu verras, plus tu vieillis, plus ça passe vite. Ouais. Et je me dis, bah merde, moi ça passe déjà super vite, je trouve là. Bah, c'est-à-dire que si tu peux pas prendre du temps pour voir tes potes et tes amis, ouais, attends, il faut qu'on prenne un moment. Et ben alors on le prend le moment où on prend un rendez-vous. Ouais, j'avais rendez-vous avec Louise. Et là, avec Louise, on a dit qu'on le ferait pas tout de suite, mais ben oui, mais j'ai dit, on va le faire. Et donc, on le fait. Et j'ai dit pas tout de suite, j'avais dit au printemps. Right on time. Et ton cœur et mon cœur sont repeints au vin blanc. Et voilà, on le fait. Mais il faut prendre le temps de bien faire les choses. Alors ça, là, c'est maintenant, moi qui ai un petit peu d'avance sur toi dans la vie, que je peux te dire ça. Prendre le temps de bien faire les choses. Tu remarqueras que, par exemple, j'ai jamais produit pour les autres personnes. Je veux pas être, tu vois, l'industriel de service. Il y a plein de producteurs qui produisent, qui font plein de... Et je respecte énormément, les animateurs, producteurs, les comédiens, producteurs, qui, tu vois, ils sont toujours en soif d'autre chose. Moi, j'essaye de prendre le temps pour moi et pour ce que j'aime. Le fait est que j'ai jamais produit. Et pourtant, on m'a demandé... mais des dizaines et des centaines de fois. Je veux dire, avec toi, ce que tu fais, ce que tu sais, ce que tu as... Ouais, je transmets mon savoir, mais je préfère transmettre et bien accueillir les gens plutôt que de penser à autre chose quand je suis avec eux, quoi. Là, bon, bref, c'est la société qui veut ça. Tes gosses, ils sont sur leur téléphone. Toi aussi, t'es sur ton smartphone pendant le déjeuner, tout ça. C'est insupportable. Mais en même temps, c'est partie de la société, donc... moi, je prends le temps. Aujourd'hui, j'ai toujours pris le temps et j'ai jamais produit pour personne. À part, moi, les pièces de théâtre, la radio, tout ce que, là où j'étais impliqué personnellement. Comme ça, tu restes focus, quoi. Je suis producteur artistique, mais aujourd'hui, les résultats qu'on fait 28 ans plus tard ou 30 ans plus tard, que ce soit dans les fictions ou que ce soit, voilà, les résultats, ils sont super là. Et je me dis que... comme tu parlais d'exigence, non, ça fait partie de mon ADN. Donc je ne veux pas m'éparpiller et prendre du temps de bien faire les choses. Ouais. J'ai quelques dernières questions pour toi. Déjà, je me demandais, en effet, avec toute ta tribu, est-ce que vous avez des sujets de discorde avec tes enfants ? Sans arrêt. C'est vrai ? Ah ouais. Sur quel sujet ? Est-ce qu'il y a des grands thèmes, des croyances sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord ? Ouais, je dis qu'il faut faire attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font. C'est vrai que de temps en temps, le vocabulaire d'aujourd'hui peut être très dénigrant et glisser vraiment cette langue française où... Là, je me suis aperçu que je lis un quotidien sportif par jour et un quotidien voilà, qui relate un petit peu toutes les infos, que l'écriture risquait de ne plus être obligatoire avec l'intelligence artificielle. Là, d'un seul coup, tu pètes un boulard, quoi. On va dire, ouais, mais papa, c'est bon, il n'y a plus personne qui écrit. Pardon. Et là, non, mais tu comprends. Tu devrais écouter Louise, elle écrit. Comment ça, Louise, elle écrit non, mais ça, c'est, oui, sujet de discorde. L'orthographe, le ceci, le cela, là. J'en ai un qui vient de passer le bac. Tu parles, il passe le bac au mois de mars maintenant. Mais on est où, quoi ? Ouais, mais papa, c'est cool. Donc tu fais quoi jusqu'au mois de septembre ? Non, mais t'inquiète pas, ça va le faire. Non, mais tu fais quoi ? Donc il y a des moments de discorde en disant, mais c'est impossible de passer le bac. Enfin, moi, j'ai passé le bac, je l'ai révisé devant Roland Garros. Donc c'était déjà... Donc effectivement, sur le phénomène d'essayer d'à peu près bien parler, à peu près bien écrire, ça c'est un gros sujet de discorde. Ouais. Okay. Après, non, je suis
je suis assez en ouverture quand je suis pas d'accord. Je trouve quand même que ce qu'il y a de bien, c'est que nous, on était beaucoup dans un présent, dans un petit futur. Il y en a qui étaient un peu carriéristes autour de moi, mais moi, on était beaucoup dans une société de consommation immédiate. Je trouve que mes enfants sont plus sur un monde de demain par rapport à la planète et par rapport à l'écologie. C'est assez intéressant. Ils sont très, très affectés par ça. C'est pas un sujet de discorde du tout, mais ça veut dire qu'il y a une évolution de mentalité. Ça, on en parle beaucoup. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour ça? Tu fais quoi, toi, au quotidien pour la planète? Vas-y. Alors, moi, j'achète plus du tout de fast fashion. Donc, je m'habille que en seconde main. Ou en mode responsable. Je suis flexitarienne, mais quasiment végétarienne. Je prends beaucoup moins l'avion. Alors après, je sais qu'il y en a qui vont... Enfin, tu vois, là, je suis allée voir ma sœur à New York, parce que ma sœur jumelle vit à New York, donc... Tu es allée à l'arabe. Je suis allée la voir. Non, mais voilà, tu vois, c'est toujours le fait où c'est compliqué. Moi, je suis quand même engagée publiquement pour la protection de la planète, parce que pour moi, on a une responsabilité en tant qu'influenceur. Mais c'est du coup accepter le fait qu'on va se faire tirer dessus dès qu'on n'est pas exemplaire. Ah, bien sûr. Ah, non, donc mais voilà, c'est ça. je prends l'avion 1 à 2 fois par an. Et toi, en tant qu'influenceur, juste, je voudrais savoir, excuse-moi, je te retourne pas bien sûr, l'interview comme l'a fait habilement Léa Salamé il y a 1 an et demi, puisqu'elle a parlé de toi en permanence. J'ai dit, mais putain, elle est trop forte, quoi. La pauvre Louise, elle balance toute sa vie. Je trouvais ça assez rigolo. Elle est subtile, là, Léa. Et je voudrais savoir ce que tu penses. Là, il y a quand même une explosion des influenceurs à Dubaï qui se font exploser là en ce moment. Donc il y a une nouvelle loi. Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce qu'il faut que tu m'expliques. Et qu'est-ce que tu en penses? Juste, et voilà, je fais un petit aparté. Bah, écoute, il y a une nouvelle loi qui vise à réguler le monde de l'influence qui en effet ne l'était pas jusqu'ici, avec pour moi des critères qui sont hyper normaux et qui auraient dû être mis en place dès le début, à savoir préciser quand c'est une collaboration rémunérée, etc. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'elle a été imaginée principalement par les écueils et on va dire les défauts que mettaient en place les influenceurs de télé-réalité, qui vivent tous à Dubaï, mais qui sont dans tous les cas pas résidents français pour la plupart. Donc la loi ne va pas forcément s'appliquer pour eux. Donc est-ce qu'on répond à ce problème-là des dérives de l'influence? Je ne sais pas. En tout cas, on l'encadre en France et c'est très bien. Je pense qu'ils auraient pu plus consulter des créateurs de contenu. Ils l'ont un peu fait aussi, quand même, et le faire plus tôt, ça c'est clair. Ce que je veux dire, ils ont attendu que y ait Booba qui s'en empare et qui mène une croisade contre Magali Berda pour se dire, mais comme beaucoup, un avocat me disait récemment, en fait, tant que l'opinion publique ou les médias ne s'emparent pas d'une affaire, il y a peu de chances qu'elle bouge, qu'elle évolue. Et donc là, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc finalement, Booba a été un élément détonateur de tout ça, quand même. Oui. Ce qui est positif, par contre, moi, ce que je condamne, c'est le harcèlement qu'a subi quand même Magali Berda. Oui, elle n'a pas du tout fait bien, mais il a quand même presque incité au viol. Donc, tu vois, c'est quand même dommage que les médias retiennent ce qu'ils veulent. Effectivement. Et le phénomène que Caroline Receveur se barre du monde de l'influence, c'est quand même un signal fort, non? Elle se barre pas du monde de l'influence. D'ailleurs, Caroline, tu es invitée sur InPower. Je lui ai envoyé un message parce qu'elle a dit qu'elle souhaitait partager son expérience au micro d'un podcast. Elle en a l'opportunité. Donc, si vous la connaissez, vous pouvez lui faire passer le mot. Mais en fait, elle a dit justement qu'elle se recentrait sur le partage et les médias et pas sur la création de marques, parce qu'elle avait créé quand même pas mal d'entreprises. Et je pense que c'est aussi potentiellement, moi comment je l'interprète, c'est que on a pas mal de possibilités en tant que créatrice de contenu et on est dans une société qui valorise l'hyperproductivité, et donc je pense qu'elle a suivi ce mouvement-là, elle a voulu créer, mais en fait on s'oublie en route, quoi. Donc là, de ce que j'ai compris... C'est rigolo ce qu'on dit là, parce que je te parlais tout à l'heure de hyper-performance et on en oubliait la quintessence de l'humain, tu te souviens? Ah ouais. Et on est carrément là-dedans. On est carrément là-dedans, et puis surtout je trouve qu'on est beaucoup dans une époque de paraître et moins d'être. Et donc du coup c'est beaucoup, on va dire qu'on a telle marque, qu'on fait tel projet, tu vois, c'est un peu, tu fais quoi dans la vie, plus t'en dis, plus t'es valorisé socialement. Mais en fait, pourquoi est-ce que ta sœur qui est caissière et qui est hyper épanouie le serait pas tout autant, tu vois? Moi c'est vraiment un truc sur lequel je travaille aussi, de me dire j'ai pas besoin de faire plus pour avoir plus de valeur. Donc tu vois, l'histoire se répercute.
tu vois, entre toi et moi, il y a quelques décennies, mais en même temps, tu vois, entre l'être et le paraître, on est carrément dans le phénomène du gamin à l'école qui a une tache sur le nez, ou la petite gamine qui a un strabisme ou qui s'en prend plein la gueule. Donc on est dans ce phénomène, là on est ensemble, on est bien, on est tranquille, et on n'a pas à se dire que cet ego démesuré qu'on voudrait avoir ou révolutionner tout. Non, faisons déjà une belle évolution des mentalités en respectant l'autre tel qu'il est. Ce paraître et cet être, ce sont des êtres fragiles que nous sommes. Et après, il y en a qui se laissent le temps de grandir aussi. Tu vois, se prendre ce temps de vie dont je te parlais, là. Moi, j'arrive pas du tout. Ouais. T'y arrives, toi ? Non, j'y arrivais pas. Bien sûr que j'y arrivais pas, puisque j'étais un boulimique. Mais aujourd'hui, je suis super heureux de voir que tu peux aussi faire du bien aux gens qui en ont besoin par rapport aux valeurs que tu essayes de donner. Hein. Donc, quand tu dis, ah ben attendez, le midi, non, je déjeune avec Jean-Luc, quoi. Tu dis, mais ils ont enlevé la boîte, hein, ils ont enlevé le côté matériel de la télé, je déjeune avec Jean-Luc. Il y en a qu'il ne faut pas appeler pendant de 12 à 13. Hein. C'est mignon comme tout. Je dis, mais waouh, ça touche, quoi. C'est hyper touchant. Ah ouais. Si tu avais 3 conseils à donner à tes enfants par rapport à leur carrière, alors moi, je n'ai pas de conseils à leur donner. Je les mets sur les rails pour qu'ils roulent tout seuls. Le but, c'est qu'ils tiennent debout tout seuls. Une fois de plus, hein, depuis qu'on s'écoute là tous les deux, c'est juste ce phénomène du respect et de pas se fixer de limites et de taper plutôt là où ça fait du bien plutôt que ça fait du mal. Et tu veux, à chaque âge, il y a pas un conseil, il y a une évidence, il y a à l'adolescence, écoute, arrête de te la péter, c'est bon, quoi. Parce que c'est ça, ils ont envie de tout péter. Il y en a un qui est hyper cool, hyper écolo. L'autre qui veut gagner beaucoup d'argent pour se payer plein de choses. La troisième qui est dans le côté fashion et dans le côté... très dans le luxe, dans la mode, dans tout ça. Donc non, le but du jeu, une fois de plus, c'est qu'ils tiennent debout tout seuls et puis qu'ils soient respectueux de l'autre, avec les valeurs, moi, que j'ai essayé de donner dans cette éducation-là. Donc c'est pas du tout des conseils. C'est juste, à la base, soyez vous-même, mais respectez et écoutez les autres, quoi. Et écoutez le monde grandir. Parce que nous, on n'avait pas tous ces problèmes. On en avait d'autres à l'époque. Mais... on n'avait pas les problèmes. Ce qui me fait plaisir, comme je te le disais, c'est que ils sont soucieux des prochaines générations sur la planète. C'est vachement, tu vois. Altruiste, ouais. Non, et puis c'est beau pour l'autre et pour la suite et pour. Mais c'est vrai que tiens, c'est pas cool que t'aies pris l'avion pour aller aux États-Unis. T'aurais vraiment pu aller en bateau ou non, au secours. Ouais. Bah, en fait, c'est compliqué parce que tu vois, moi, j'entends leur discours. Genre, en vrai, les personnes qui me disent ça ont raison. C'est la merde. On devrait tous arrêter de prendre l'avion. Mais en fait, il faut réussir à confronter cette réalité à nous, notre quotidien, nos envies, nos aspirations, nos besoins. Moi, j'ai besoin de voir ma sœur jumelle. Est-ce que c'est ça qui détruit le plus la planète ou il y a les jets privés déjà, et je suis assez déçu de voir qu'ils n'ont pas fait passer la loi qui visait à les interdire. Non, mais c'est plus compliqué de bouffer des fraises à Noël ou de prendre l'avion pour aller voir des potes. C'est-à-dire que tu es locavore, tu vois, tu manges... des cerises quand il y en a plutôt que d'en bouffer le 1er janvier parce qu'elles viennent de et puis elles viennent de là. Donc c'est ça qui est peut-être plus compliqué dans cette démarche du comportement du quotidien, tu comprends ? Donc j'ai juste envie de leur dire faites attention faites de votre mieux, à tous ces signaux qui s'allument au fur et à mesure de la vie, quoi. Si tu avais une ressource à nous conseiller, que ce soit un livre, un film, un podcast qui t'a touché et que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent,
Qu'est-ce À que tu part Louise, je recommandes? vois pas grand-chose en ce moment. Voilà, In Power, si vous ne connaissez pas. Ouais, c'est... non, mais je trouve que quand on cherche des petites choses, moi je suis totalement spectacle vivant. Hein. Ok. Bah, ça peut être un spectacle vivant. Il faut aller au théâtre. Là, c'est un conseil surtout pour les parents et les enfants ou les grands-parents. C'est qu'il faut qu'ils fassent des métiers plus tard où ils doivent s'exprimer. Donc, à un moment donné, qu'ils s'expriment peut-être avec du théâtre, du spectacle vivant devant d'autres personnes pour savoir quelles sont la puissance des mots, par exemple, qui peuvent être dévastateurs, réconfortants, ou la finesse du propos. Donc, je trouve que des cours, même d'expression, tu vois, il y a maintenant ces concours d'éloquence. Je sais pas trop si c'est très bien, si c'est moins bien, mais je trouve ça intéressant de toute manière de voir l'impact que tu as quand tu parles ou ta manière de t'exprimer ou d'un seul coup tu prends une voix ou j'avais un prof de théâtre puisque tu vois la comédie me prend depuis très très longtemps. J'étais au cours Florent, mon prof s'appelait Raymond Aquaviva et une des premières fois où je le croise, il me dit donc très psychologue, hein, les profs de théâtre. J'aurais adoré être prof de théâtre ou prof d'impro pour les gosses. Il me dit tiens, tu vas faire Don Juan. D'accord, donc tu apprends Don Juan. Quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, à renoncer au monde pour lui et n'avoir Dieu pour personne. La belle chose de se vanter d'un faux honneur d'être fidèle. Qu'est-ce qu'il dit lui? Ça c'est Don Juan. La belle chose de se vanter d'un faux honneur d'être fidèle. Tu veux qu'on se lie au premier objet qui nous prend. Il parle de l'amour, hein, c'est un truc de taré. Et là, mon prof de théâtre me dit eh bien, tu fais bien Don Juan. Waouh. Ouais, mais maintenant, pour les années à venir, j'aimerais voir Jean-Luc. Et là, tu te dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Et pendant des semaines, des mois, des jours, des années, t'essayes d'être Jean-Luc. C'est vachement compliqué, hein. J'ai détesté Raymond Aquaviva, hein, mais je l'aime plus que tout, puisqu'il est venu avec moi, je l'ai pris avec moi maintenant pour faire Hibernatus. Il a joué pendant une année avec moi, avec Ingrid Chauvin au théâtre. On était tous les deux et il me regardait jouer, je le regardais sur scène, quoi. C'était beau, c'était vachement beau. Mais c'est lui qui t'apprend. Donc voilà, pour les gosses, allez faire de l'expression orale, allez vous frotter sur des planches plutôt que de faire en loose dé derrière des écrans et à rester surtout incognito derrière en ne disant rien, sans adresse IP, sans rien, et balancer et bazarder. Non, n'ayez pas peur de vous montrer. Et dites les valeurs que vous défendez, si elles sont honorables et qu'elles vont vers l'autre, c'est vachement bien et c'est vachement beau. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que ce serait? Moi, j'aime bien les gens qui sont vrais. Moi, j'aime bien les parcours, en fait. C'est-à-dire que c'est pas chiant ce que je veux dire, ni dénigrant. C'est-à-dire on s'en fout de là où on en est. Et c'est comment on y est arrivé. C'est ce parcours-là. Et c'est le but du podcast. C'est-à-dire que c'est ça qui est super intéressant, c'est d'entendre des gens. Après, il y en a beaucoup qui te font des cours et des leçons ou qui te parlent d'eux, bien évidemment. Hein. C'est comme je te disais, c'était leur sujet favori par rapport à Guy Bedos. C'est mon sujet favori. Et qu'est-ce que j'avais ri. Donc, j'aime bien les gens qui ont ce recul. Tu sais, quand j'ai écrit mon bouquin, ça s'appelle « T'as une tâche pistache ». Donc, c'est cette autodérision-là. Et les gens qui ont l'autodérision, mais qui t'expliquent leur parcours, qui peuvent donner de la force aux jeunes, aux enfants. Tout, une fois de plus, part sur le respect de la différence, sur la différence et sur les jeunes. Parce que les jeunes, c'est le monde de demain. Donc, Brigade des mineurs, c'est pas par hasard depuis 10 ans, Léo Mattei, Brigade des mineurs, parce que c'est pour essayer d'accompagner ces enfants au mieux. Et pour moi, cette différence, c'est ça qui va faire ta force.
psychologique, morale, physique, mentale, humaine. Tu vois, à un moment donné, tu peux être dans une torpeur, dans une souffrance, par rapport à des réflexions, par rapport à quoi? Par rapport à un apparat. C'est bien, on est où, quoi? Ah ouais, à l'apparat, ouais, bon, non, Reichmann, il se maquille plus, ouais, il se coiffe plus. Là, on se laisse pousser les cheveux. Putain, il a les cheveux longs, ça fait crade, on s'en fout. Ouais, il est comme il est, quoi. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dont tu admires particulièrement le parcours et que t'aimerais entendre, dont t'aimerais entendre l'histoire? Non, j'ai adoré. En fait, c'est con. Je connaissais pas, et puis j'ai adoré Pierre Ninet dans LOL, qui ressort. Ah ouais. Je connaissais un peu son parcours, tout ça, mais là, c'est le vrai mec. Il est vraiment drôle. Non, mais non seulement il est drôle, mais je sais pas quel âge il a, mais cette jeunesse, cette fraîcheur, cette insouciance, cette joie de partager. J'ai vraiment découvert ce mec, ouais. C'est un... Voilà, et puis je l'ai trouvé d'une sincérité déconcertante. Voilà pour répondre à ta question. Ouais, super. Pierre, l'invitation est ouverte. Ouais. Écoute, je vais te poser la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie? C'est d'être... sous prétexte de me répéter, c'est de... Plus tu avances, c'est d'être au plus proche de toi, de ce que tu es, sincèrement et profondément. Donc c'est se ressembler le plus possible, mais dans cette vérité, pas dans ce... je sais pas comment dire, parce que on est toujours dans cet apparat, quoi. Donc ça, c'est super délicat, dans une espèce d'intérêt. Tu vois, ce désintéressement, il est intéressant parce que je voudrais pas me répéter, mais je suis beaucoup sur l'autre. Donc si quelque part, moi, j'ai pris le pouvoir de ma vie en essayant de tisser ces liens pour que l'autre soit mieux et qu'il s'épanouisse dans le respect de l'autre, pour moi, j'ai pris le pouvoir de ma vie. Me ressembler le plus possible et être le plus proche de moi-même, c'est de plus en plus le cas. Et encore plus depuis que maman est partie. J'ai plus personne devant... J'ai plus personne. Ma mère me dit plus Jean-Luc, t'as les cheveux trop longs. Je dis à 87 balais, elle me disait tu vois quand même là la chemise, elle te serre un peu quand même, hein. Maman, 60 balais quand même. Non, tu t'imagines. Donc toi t'en as 25, c'est ça? T'as quel âge? 25. Ouais, t'en as 25. Et ta grand-mère qui dit je t'ai bien aimé. Et puis bon, elle est cash. Puis ouais, mais t'as vu, t'habiller en vert, tu sais que ça porte malheur. Et puis mamie, j'ai envie de m'habiller en vert. Moi, la première chose que j'ai faite, ce qui était impossible au théâtre, dans Nuit d'ivresse, donc je demande à Josiane Velasco de l'adapter version homosexuelle. Donc la majorette, Josiane Velasco devient un homme. J'ai une histoire d'amour avec un homme, moi, puisque quand j'ai mis pour la première fois des couples homosexuels sur les canapés des amours, on m'a dit mais on va faire des spéciales homosexuels. J'ai dit mais non. Ça sera juste un épisode, quoi. Mais non. Et là, je te parle de ça en 97, hein, donc tu vois, l'année de ma naissance. C'était à 25 ans, mais c'était impossible de mettre des couples homosexuels. Les blacks et tout, les blancs, il y avait des blacks, c'est l'époque de Black Blamber, hein, Black Blamber, la Coupe du Monde 98, etc. Et d'un seul coup, tu te dis, mais non, on est dans une normalité, on essaye juste de faire du bien aux gens et de faire de la transmission. Donc prendre le pouvoir de sa vie, c'est voilà, d'être à la fois en accord avec soi-même et de se ressembler de plus en plus pour un putain de monde meilleur, quoi. Et pas que le tien. Non, mais sans déconner. Moi, je fais ça. Alors, ouais, j'ai une grande famille, ouais, et j'ai envie que tout le monde se sente bien. Mais là, hier, j'ai fait 500 bornes pour aller voir des personnes qui avaient besoin de moi, quoi. 500 bornes aller. Et tu te dis,
Ouais, bah, j'y suis allé, ouais. Et on était bien, et je me suis dit, j'étais rincé. Je suis rentré là à 1h du matin, et puis je suis avec toi ce matin. Comme tu sais, j'avais un rendez-vous à TF1, tout ça, parce que voilà, pour la suite des événements. Et j'ai dit, voilà, tu vois, j'avais 2 minutes de retard, je me suis dit, j'avais rentré en retard. J'ai horreur d'être en retard, mais bon, bref. Mais je suis là, et j'essaye d'être, voilà, d'être à la hauteur de tes attentes à toi, sur l'instant présent. Et donc, j'ai pris le pouvoir de ma vie en venant te voir et de répondre présent à ton invitation. Bah, merci Jean-Luc. Merci d'avoir pris le pouvoir de ta vie de cette manière. Non, mais c'était cool. Pour les personnes qui nous écoutent maintenant et qui veulent en savoir plus sur toi, sur tes projets, sur Léo Mattei, est-ce que tu peux nous donner les infos? Comme ça, je les mettrai dans la barre d'infos. Alors, les infos, c'est le podcast de Louise. Ça, c'est très, très important. Et puis, le reste, vous inquiétez pas. La vie fera le reste. C'est pas grave. J'étais là pour toi avant tout. C'est très gentil. C'est très gentil, Jean-Luc. Merci beaucoup. Et puis, Merci. j'espère à bientôt. Avec plaisir.